je remercie au passage, qui nous honore de sa présence et de son travail sur tous les points qu'il accepte de partager avec nous lors de ces conférences. Donc je lui souhaite la bienvenue. Je le remercie également de venir accompagné d'une équipe de cinéastes hors pair. Voilà, je vous souhaite donc une bonne séance en compagnie de Jean-Marie et je vous dis à bientôt. Voilà. Merci Hugues, on peut l'applaudir parce qu'il fait beaucoup pour la culture et en plus c'est un ami de longue date. Il dit que j'accepte de faire de la transmission, etc. Il sait, il est prof aussi, que c'est dans nos gènes. Hein. Forcément, c'est notre métier, même en retraite. Hein. Ce qu'on fait, c'est transmettre. On ne sait rien faire d'autre de à peu près bien. Voilà, donc on essaye de continuer à le faire. Dites donc, oui. D'abord, merci d'être là. Meilleurs vœux. Je suis étonné qu'il y ait tant de monde. Apparemment, la médiathèque aussi. Et du beau monde. Voilà. Tout le monde. Eh bien, on va essayer de parler au sujet du curé Mélier, comme c'est le thème de mon intervention. Alors, normalement, pour le grand public, c'est un grand méconnu. Donc, comme je disais à quelqu'un en aparté tout à l'heure, quand vous sortirez d'ici, dans 3 ou 4 heures, non, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, on va dire. Comment? Rassure-les, là, rassure-les. Là, ils sont inquiets, là. Alors, bon, 1 heure et demie, c'est bon? Oh, bah là, vous avez 2 heures et demie, non? Ah bah voilà, donc 1 heure et demie, 2 heures, avec les débats, s'ils me retiennent, d'accord, ça peut le faire. Eh bien, vous sortirez plus riche intellectuellement que vous n'êtes rentré, vous aurez sûrement des connaissances. Il y a peut-être parmi vous quand même des spécialistes du curé Mélier. Est-ce que je peux poser la question? Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà relativement bien, non? Moi, je connais un peu. Ben oui, voilà, oui. Michel Onfray avait fait voilà. une conférence sur France Culture sur la Tout à fait. Non, mais oui, c'est au début des années 2000, 2005. Alors, c'était à l'université populaire de Caen, qui est presque aussi prestigieuse que la nôtre. Monsieur connaissait celle de Caen. Tout cela connaît celle de Vierzon, lui connaissait celle de Caen, voilà. Et c'est vrai que Michel Onfray est celui qui a relancé. Alors il y a un verbe qui me vient à l'esprit quand je dis relancer, quelqu'un qui a été célèbre et qui ensuite est sorti injustement de la mémoire des historiens, du grand public, etc. Ça, c'est ce que j'aime faire, en fait. C'est mon côté un peu Robin des Bois de la culture. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, il y en a qui le savent. Par exemple, mon modèle à ce sujet, c'est Édouard Vaillant, que personne ne connaissait, tu le sais, lycée Édouard Vaillant, tu y étais comme moi. Même le proviseur ne savait pas qui c'était. À Vierzon, des micro-trottoirs ont montré qu'on ne savait pas non plus. Donc, on s'est mis, on a pris le problème à bras-le-corps. Il faut des critères quand même, hein, que ce soit quelqu'un d'intéressant, que ce soit quelqu'un que j'admire d'une certaine façon, que j'aime aussi pour sa vie d'homme et ses qualités d'homme. Ça fait beaucoup. Hein, et donc, quelqu'un qui le mérite et qui soit proche de moi idéologiquement, naturellement. Je ne cache pas mon drapeau. Hein, voilà, il n'est pas dans ma poche. Eh bien, c'est le cas d'Édouard Vaillant. Et à l'Assemblée nationale, quand Nicolas Sansu nous avait invités pour qu'on le promeuve, eh bien, j'avais, pour mon plaisir, inventé un néologisme qui disait cela, cette action qu'on va faire ce soir. J'avais appelé ça, parce que pour moi, Vaillant, c'est le prototype, j'avais employé le verbe vaillantiser. Devant même sa descendante Elisabeth Badinter, qui est une descendante de Vaillant, etc. Et les historiens qui étaient là. J'étais d'ailleurs avec Michel Pigenet.
qui est venu faire une conférence sur le Conseil national de la résistance récemment. Eh bien, vaillantiser, c'est mieux que le verbe qu'on emploie habituellement, qui est le verbe réhabiliter. On dit qu'on réhabilite, mais réhabiliter, il y a une connotation juridique de condamnation préalable, etc. Or, rien de tel. C'est qu'il y a des raisons, où il n'y a pas vraiment de raisons claires, qui font que quelqu'un qui a été une célébrité est tombé ensuite dans l'oubli, et pour ma part, injustement. C'est le cas de Vaillant. En un mois, j'ai fait d'ailleurs un certain nombre d'interventions, et elles sont toutes dans ce sens. À cause du Covid, je n'avais pas pu faire ça à Bourges sur Vaillant. J'ai fait beaucoup à Vierzon avant, mais je l'ai fait avant les vacances. Et voilà pour Vaillant. Ensuite, à Vierzon, on m'a sollicité à la microfolie sur Maurice Rollinat, poète berrichon que j'aime, etc., et qui reprend les critères que je dis, injustement connu, absent des manuels de littérature, tout ce que j'ai pas pu enseigner à l'école, etc., parce que c'est pas dans le programme, parce que c'est pas ce qu'il fallait. Je me venge, en fait, maintenant, dans mes conférences. Maurice Rollinat, voilà, j'en ai fait des tartines la dernière fois sur lui, voilà. Et puis là, eh bien, c'est le curé Jean Mélier. Alors, le curé Jean Mélier, lui aussi, qu'est-ce qu'il a été célèbre? Célèbre parce qu'il y a une affaire de scandale, on va en parler, et en même temps, à cause de ce scandale qu'il fallait étouffer, ignoré pendant des siècles, je dirais. Voilà. Alors, là, je parle beaucoup de moi, mais pas assez. Alors, je vais continuer. Quand est-ce que j'ai rencontré, Hugues m'a posé la question, comment j'ai été déniché le curé Mélier? Eh bien, ça m'a replongé à l'époque où j'étais pas sérieux officiellement d'après Rimbaud, mais où je l'étais quand même relativement d'après moi. C'est quand j'avais 17 ans. J'étais à l'école normale de Bourges, et mes parents, qui n'étaient pas très riches, avaient quand même le goût du luxe de la culture, et on m'avait abonné à une collection, l'histoire de la civilisation de Will et Harriet Durand. Il y avait des promotions qu'on avait vues dans une publicité d'une revue, donc c'était abordable, à condition de prendre ça tous les mois d'une façon fidèle, du tome 1 au tome 28, c'est celui-ci le dernier, c'est l'époque de Voltaire, et ça tombe bien, c'est l'époque du curé Mélier. Et dedans, j'avais donc lu le curé Mélier, à l'école normale, j'en avais pas parlé à Charlie qui était dans la même classe que moi, mais je ne lui disais pas tout, je ne voyais pas immédiatement l'intérêt, mais c'est dedans, et c'est dedans, c'est déjà exceptionnel, parce que ces érudits, c'était pas partout, il y avait beaucoup d'ouvrages historiques ou littéraires qui ne mentionnent pas du tout Jean Mélier. Alors évidemment, depuis, on a fait des progrès, par exemple, je vois chapitre 3, Jean Mélier, 1678-1733. En fait, les dates, c'est 1664 depuis, et 1729. Donc, bon, mais c'est mineur. Il y a beaucoup de mérite. Il fait une analyse très correcte de la pensée de Mélier, avec citation. J'ai trouvé ça très bien. Donc, 17 ans, Hugues, ça nous... Voilà. Ensuite, comment j'ai pu rencontrer Mélier? Eh bien, je l'ai rencontré pendant mes études à Tours. Là, j'étais étudiant et j'avais comme professeur... Maintenant, Rafi, il y en a une ici. Merci. Jean-Marie Goulmeau, qui était un 18e de grande renommée, avec lequel j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Fénelon, les aventures de Télémaque. Il y a des rapports parce que Fénelon est une des cibles de Mélier, et en même temps un des proches de Mélier, parce que j'admirais aussi Fénelon, qui est archevêque de Cambrai. J'ai fait mon mémoire dessus exprès, parce que Fénelon a fait un acte de courage. Il a écrit une lettre ouverte à Louis XIV, c'est à l'époque de Louis XIV qu'on se trouve, fin XVIIe et puis début XVIIIe, et qui met
la responsabilité du malheur du royaume, et les gens sont malheureux à cette époque-là pour différentes raisons, on en reparlera, sur la responsabilité du roi lui-même. Voilà, hein, c'est pas d'un courtisan, c'est pas lâche. Alors on verra que Méliès est dans cette voie-là. Hein. Pour lui, les grands sont des nuisibles. Il faudrait s'en débarrasser. Voilà. Donc, mais Fénelon est archevêque et archevêque croyant en Dieu. Donc ça, pour Méliès, ça ne va pas, parce que Fénelon a écrit un petit traité pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Or, Méliès, lui, c'est un oxymore. C'est comme ça qu'on l'a dans l'histoire des idées. C'est un curé athée. Voilà. Et pas seulement un curé athée, parce qu'il y en avait d'autres qui se disaient athées. Dès qu'on était un peu janséniste, on était qualifié d'athée. Dès qu'on ne croyait pas en tout, on était qualifié très vite d'athée. Mais Méliès est le champion du monde des athées. C'est l'athée le plus radical qui soit porté sur cette terre. Donc il est sans commune mesure, même avec les successeurs que sont les philosophes matérialistes du XVIIIe siècle, comme D'Holbach, Lamétrie, etc. Il faut bien voir que Méliès les écrase tous. C'est donc quelqu'un dont j'ai retenu une phrase de ses cours de M. Goulmot, Jean-Marie, comme moi d'ailleurs, oui, qui disait que Méliès était celui qui avait eu cette phrase, qui avait résonné en moi à travers les décennies après, qui disait qu'il fallait étrangler ou pendre, il y avait plusieurs versions, le dernier noble avec les boyaux du dernier prêtre. Alors ça, oui, c'est assez radical. Donc, vous voyez, à vos réactions, je pense que vous n'allez pas l'oublier non plus. Donc je me dis, ce type, quand même, il doit être assez exceptionnel, intéressant. Il faut aller y voir. Donc, effectivement, j'ai été y voir. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui vaillantise Méliès pour le grand public. Alors, pour le grand public, eh bien, oui, c'est Michel Onfray, 2005. La première fois, j'ai vu ça dans son manuel de la théologie, à la page 55. Alors, à la page 55, par exemple, il fait l'éloge tout de suite de Méliès. Et il nous dit ceci, il a un style qui l'emporte parfois vers certaines inexactitudes, qui pour ma part sont mineures, qui pour certains spécialistes de Méliès sont un peu plus à reprocher, mais bon. Hein. Alors il dit, le miracle viendra bientôt avec un autre prêtre, l'abbé Méliès, saint, héros et martyr de la cause athée, enfin repérable. Curé des Trépigny dans les Ardennes, discret pendant toute la durée de son ministère, sauf une altercation avec le seigneur du village, Jean Méliès, 1664-1729, écrit un volumineux testament dans lequel il conchit l'Église, la religion, Jésus, Dieu, mais aussi l'aristocratie, la monarchie, l'Ancien Régime. Il dénonce avec une violence sans nom l'injustice sociale, la pensée idéaliste, la morale chrétienne doloriste et professe en même temps un communalisme anarchiste. C'est pour ça que c'est pas étonnant. Vaillant, c'est la Commune de Paris. Méliès, pour moi, est un anticipateur des idéaux de la Commune de Paris. Michel, qui est là, il boit du petit lait. Hein, alors là, évidemment, il est venu que pour ça. Je ne vais pas tout faire sur la Commune de Paris, mais les rapports seront évidents. Pour beaucoup, Méliès est l'inventeur du communisme, avant Gracchus Babeuf. Voilà. Parce qu'il est non seulement athée, mais il est aussi social et politique. Alors, en même temps, un communalisme anarchiste, une authentique et inaugurale philosophie matérialiste et un athéisme hédoniste d'une étonnante modernité. Et il y a beaucoup de choses qui sont les premières fois pour Méliès. Hein.
c'est le premier véritable athée, matérialiste, etc. Même si dans l'Antiquité, il y avait des Démocrite, il y avait des gens qui pensaient atomes, l'âme immatérielle, etc. Ça se disait, mais d'une façon aussi importante et précise que Méliès, c'est le premier. Pour la première fois dans l'histoire des idées, un philosophe, quand conviendra-t-on, consacre un ouvrage à la question de l'athéisme. Il le professe, le prouve, le démontre, argumente, cite, fait part de ses lectures, de ses réflexions, mais s'appuie également sur ses commentaires du monde comme il va. Et Méliès est quelqu'un qui est indigné par le monde comme il va. Il vit au milieu des paysans dans ces Ardennes, il voit concrètement l'injustice qu'ils subissent et il s'indigne par tempérament de cela. Hier, on avait un film à Ciné-Rencontre où un père exhorte son fils qui fait plus qu'hésiter à sacrifier une chèvre en lui tranchant comme ça la gorge et en faisant gicler le sang. Il n'y arrive pas. Eh bien, Méliès, ça, c'est des choses qu'il ne supporte pas. La vue du sang qu'on fait couler, la souffrance qu'on fait sur les animaux comme sur les hommes. Au point que, évidemment, il faut se nourrir, les campagnes, il y a de la famine, il y a tout ça. Il ne peut pas empêcher ça. C'est pas, et même lui-même ne s'en prive pas, mais c'est quelque chose qui le révulse. Et il rêve, à travers d'autres philosophes qu'il a lus, de régimes sans viande, non carnés, où on pourrait effectivement éviter de souffrir à grande échelle les animaux. Et d'ailleurs, même dans les jeux du cirque, il a trouvé qu'il y avait parfois des rois de Rome qui interdisaient les sacrifices d'animaux et il les loue pour ça. Voilà. Aussi, il relie Méliès à un autre penseur de l'athéisme du XIXe siècle, celui qui a formé Karl Marx, d'une certaine façon, à cet athéiste, qui est un radical, qui est Ludwig Feuerbach. Et il en parle dans la suite de Méliès, qui lui aussi est ignoré de l'histoire des philosophies et des idées, et il mentionne quelqu'un qui est un certain Joseph Roy, qui a été le voir, et qui c'est qui a mis en contact le français Joseph Roy pour qu'il traduise Feuerbach et le popularise, le vaillantise en France? C'est Édouard Vaillant. Parce que lui était étudiant là-bas du côté de Nuremberg, et c'est lui qui met en relation Joseph Roy et Feuerbach, parce qu'il était familier aussi de Feuerbach. C'est lui d'ailleurs qui permettra après aussi à Joseph Roy d'être en contact avec Marx dans la foulée, et il traduira, Joseph Roy, le premier tome du Capital de Marx, et il sera évidemment, enfin évidemment non, c'est pas une évidence, publié dans le Berry à Issoudun par l'éditeur Maurice Lachâtre. Vous voyez que tout ça se mélange finalement. Alors j'ai beaucoup parlé, peut-être qu'on pourrait se servir du technicien pour voir s'il n'y a pas quelques illustrations. Voyons. Qu'est-ce que j'ai là? C'est petit, dis donc, ici. Hein. Alors, je ne sais pas, moi, les livres, tiens, on va aller dans les livres, puisque je vous les ai présentés de loin, mais voilà. On va peut-être... Alors, Michel Onfray, voilà les Ultras des Lumières, le traité de la théologie dont j'ai parlé. Alors, quelles sont nos Bibles et nos bases? Vas-y voir un peu. Alors, voilà, oui. Avant Onfray, celui qui a tout déclenché, c'est Maurice Domengé. Et c'est bien Maurice Domengé parce que... Non, je le dirai tout à l'heure. Dans ce bouquin, il y a une préface de Marc Blondel. C'est le secrétaire, vous savez, de FO, connu des médias qui ne supportent pas grand-chose pour ce qu'il appelle son intransigeance, enfin voilà. Mais surtout, il était le président de la Fédération de la libre pensée. Donc c'est à ce titre qu'il va faire la préface du bouquin de Domengé. Et, non, je connais trop, mais si je n'avais pas connu, j'aurais pu avoir une sorte d'éclair à la lecture de cette préface, parce qu'il nous dit que Domengé a sorti son bouquin sur Méliès en 1956.
Or, 1956, pour moi, ça fait tilt. C'est là où il vaillantise Vaillant, parce que c'est le premier qui sort aussi Vaillant de l'ombre, avec son magistral bouquin de 500 pages sur Édouard Vaillant. 56. Alors je me dis, tiens, sortir la même année Vaillant et Méliès, prodigieux. Bon, mais je ne peux pas faire le naïf, hein, j'étais au courant, c'est une coquille. C'est pas 56, il faut inverser les chiffres, c'est 65. Hein, en fait, c'est 65 qui sort son livre, voilà. Bien entendu, c'est à partir de là, mais c'est en 64 que les travaux de Domengé sont hyper connus. C'est quelqu'un de gauche, hein, comme historien, spécialiste de Blanqui, du drapeau rouge, de l'introduction du marxisme en France, etc. Et en 1964, on a le premier congrès universitaire sur Jean Méliès. Voilà. Hein, parce que Domengé a fait connaître ses travaux et ses découvertes. Il a été dans les archives, il a été sur place, il connaît tout ça en détail. Il a rétabli toutes les vérités au bon endroit, là où il fallait les rétablir. Parce que quand j'ai dit que Méliès était méconnu, il était méconnu et inconnu du grand public, mais de certains, son scandale continuait à avoir des ondes qui se propageaient. Mais c'était des mauvaises ondes. Hein, il y en avait même qui avaient sorti des bouquins prétendument de Méliès pour en faire carrément un calotin, en déformant tout. Enfin, d'autres mettaient des livres qui étaient prétendument de Méliès, mais qui étaient des mélanges de Dolbach et de leur propre sauce. Enfin, c'était assez incroyable, la postérité de Méliès. Elle a été de toute façon très atténuée. Celui qui le premier atténue, c'est Voltaire. Hein, en 1735, il a eu vent d'une copie du manuscrit de Méliès. Il a trouvé ça génial dans tout ce qui ressemblait à du Voltaire. C'est-à-dire se moquer des religions, des prêtres, etc. Voilà, vive Méliès. Mais le côté, lui, il est déiste, hein, donc le côté radical et politique de la pensée de Méliès, il ne faut quand même pas aller trop loin. Il faut quand même garder pour Voltaire un dieu pour les paysans, sinon où va-t-on? Enfin, la société est anarchisée. Ça ne va pas. Donc Méliès va trop loin. Donc il va faire de Méliès, il va éditer l'œuvre de Méliès, mais tronquée, remaniée aussi, et il lui donnera le titre de Testament. Quand vous voyez Testament, c'est souvent suspect pour Méliès, hein, parce que Méliès, lui, son titre, c'est Mémoires. Hein, on verra ça relativement en détail. C'est les Mémoires de Méliès. Donc voilà, est-ce que j'ai parlé assez de cela? Mais voilà, gloire à Domengé. Alors voilà. Alors ensuite, oui, on a eu cette édition. Alors ça, oui, c'est les éditions Coda. Hein, ça a eu son succès et c'est maintenant, je me suis laissé dire, difficilement trouvable à nouveau. Hein. Alors c'est incroyable comme les choses. Les mêmes éditions sortent. Alors cette fois, de la façon la plus remarquable, 2007. Là, cette édition date de 2008. Ah oui, parce que la première édition, hein, dont je vous ai parlé, il y a Domengé dedans qui dit un moment à propos de l'iconographie, il n'y a pas de portrait, on ne connaît rien physiquement de Méliès, ni sa voix, il n'y a pas de témoignage, sa silhouette, était-il petit, grand, gros, maigre, on ne connaît rien. Et il n'y a pas de gravure. Donc les autres gravures qu'on a pu faire, c'est des gravures fictives, généralement au XIXe siècle. Et il dit, la preuve, c'est que sur le bouquin que vous avez en main, il n'y aura pas de portrait de Méliès. Mais en fait, on s'aperçoit que les éditions futures, Coda, ont mis un des portraits de Méliès qu'on considère un peu comme une sorte de référence. C'est là aussi dans les mémoires. Alors les mémoires, hein, voilà ce qu'a écrit Méliès, c'est écrit en petit. Il y a 600 pages à peu près. Là, l'œuvre de Méliès, c'était environ 320 pages de feuillets, hein, écrits avec son écriture. Je vous en montrerai des exemples.
Et puis ensuite, quand on a fait les premières éditions, c'était autour de plus de 1000 pages. Donc là, c'est une édition très très correcte, et c'est un outil de travail particulièrement précieux, et voilà, je m'en sers. Ici, au début de l'édition, on a cette édition intégrale du mémoire de Jean Meslier est amicalement dédiée à Michel Onfray, qui a beaucoup contribué à faire reconnaître la stature et le courage intellectuel du curé de Trépigny. Donc, on pense à ce qu'on veut de Michel Onfray, etc., de ses dérives, surtout récentes, mais pour Meslier, c'est un vaillantiseur de première. Voilà. Mémoire contre la religion. Alors ça, oui, c'est la première page. Voilà, on dit mémoire. Alors là, j'aurai quelque chose qui permettra de le voir tout à l'heure. Donc, ça, c'est le vrai titre. Ça, c'est le titre. Voilà, tu continues. Et ça, c'est la page. Voilà comment il écrivait. C'est avec la plume d'oie, à la chandelle. Parce qu'évidemment, dans la journée, il fait son boulot de prêtre. C'est-à-dire qu'il fait les sacrements, il fait ses prêches, il va visiter ses paroissiens, etc. Mais le soir, la nuit, il écrit toutes ses pensées profondes qu'il garde pour lui, parce qu'il ne peut pas les communiquer, sinon à cette époque-là, vous risquez la mort très vite, surtout curé. Eh bien, il écrit ça. Et il écrit ça dans le secret de sa conscience, tout seul, sans pouvoir se confier à qui que ce soit. Pas de femme, pas d'amis proches à qui on peut le dire. Et le titre, donc, il est là. Et puis là, c'est le début de son texte. On continue, oui. Alors, voilà, ben, tu peux continuer encore. Là, c'est la première page. Ah, alors ça, c'est aussi une somme. Alors, je ne l'avais pas, mais Michel Pinglot, quand il a su que je faisais une intervention sur Jean Meslier, il m'a dit, tu sais, moi je l'ai en double, et voilà, c'est comme ça que je me la suis procurée. C'est de Serge Derouette. Alors, Serge Derouette est un spécialiste, aussi vaillantiseur, érudit de Jean Meslier. C'est un Belge. Et c'est quelqu'un qui est à la fois passionné, précis. Et il a fait un manuel pour que ce soit accessible, Jean Meslier. Ça s'appelle « Lire Jean Meslier ». Il y a toutes les connaissances qu'il faut savoir, mais il a réduit évidemment les passages, parce que c'est touffu. Et il écrivait comme ça, sans plan préconçu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre, on en reparlera. Mais il y a parfois 2 fois un peu les mêmes passages, puis il recopie. Il n'a pas de scanner. Quand il tombe sur un livre de bibliothèque, il recopie ça pour lui, pour les garder, etc., comme référence. Alors, lire Jean Meslier, curé et athée révolutionnaire, introduction au méliérisme et extrait de son œuvre. C'est lui, Serge Derouette, qui a popularisé le terme méliérisme, comme on parle du cartésianisme, etc., pour montrer que c'est une pensée construite et une pensée sérieuse et philosophique que la pensée de Meslier. Dessus, il y a quelques citations. « Unissez-vous donc, peuple, secouez entièrement le joug de ceux qui vous oppriment. » Et puis, ça, c'est le côté social et politique. « Et la matière ne peut avoir été créée, et là, d'elle-même, son être et son mouvement. » Un matérialisme, déjà, ça annonce Diderot, dit-on, mais quand on connaît bien Diderot et qu'on connaît bien Meslier, Meslier va beaucoup plus loin encore que Diderot. Voilà. Les méliéristes pensent que Diderot est presque suspect sur un certain nombre de points. J'adore Diderot quand même. Voilà, on continue. Alors ça, c'est des gens que j'ai connus récemment. C'est de la Société d'histoire des Ardennes sur place. Parce qu'en 2019, avec Soraya, nos gamins étaient, je ne sais pas où, mais ils étaient à l'école. Et puis on avait une petite période où on était débarrassé d'eux. Et on s'est dit, tiens, où est-ce qu'on peut aller ? On va aller loin, on va aller dans le nord. Et
comme ça faisait un moment que ça me turlupinait, cette histoire de Jean Méliès, j'ai dit, tiens, on va aller sur les traces de Jean Méliès. J'en avais parlé à Micheline un peu avant le Covid, mais bon, le Covid nous avait un peu brimé dans nos déplacements. Donc en 2019, j'espère qu'on avait le droit, qu'on n'a pas contrevenu à quelques lois de la République que ce soit. Eh bien, on avait été là-bas, et là-bas, eh bien, on a trouvé des gens qui publient, qui ont fait quelque chose. Alors, avec Serge Derwet. Serge Derwet, voilà, celui qui a fait ce livre-là, qui est un garant de tout cela. Mais il y a plein de petits érudits locaux, des gens pas connus comme ça, mais qui font un travail remarquable, qui sont des instituteurs de formation, mais qui, à force d'aller sur le terrain, dans les archives, eh bien, acquièrent l'estime de tous les universitaires du plus haut niveau qui soit. Donc, Yvon Ancelin, par exemple, Marc Genin, voilà, je crois qu'on a leurs photos d'ailleurs après, ils sont là. Alors, on les reverra, parce que quand on a été là-bas, on est tombé sur une petite place de village. Oh, est-ce qu'on peut faire un peu diapositive de voyage? Tiens, si tu allais dans le truc photo, saut, parce que la dame là-bas me prend souvent des photos, on va peut-être aller dedans. Voilà, mais tu commences à la première, voilà. Puisque j'ai parlé de notre voyage, allons-y. C'est mon plaisir pour moi aussi, ça me rappelle mes diapos, voilà. Donc on a photographié la pancarte, on est tout près des Trépigny. J'avais jamais été là-bas, j'avais jamais été si près, le cœur battait à tout rond, vous pensez. On va aller sur les terres de Méliès. Et voilà, on a même la pancarte Méliès. Alors, hop, première être vivant qu'on rencontre, c'est le chien. Voilà, il y avait les vaches. Alors ça, c'est caractéristique de l'endroit. Et effectivement, parce que c'est une photographe compulsive, elle a photographié pratiquement tout le passage du troupeau de vaches qui nous bloquait la route. C'était noir, celle-là. J'ai supprimé Là, il y en avait 600 dans sa carte. J'ai essayé de réduire tout à l'heure. Donc, voilà la place centrale. On a vu après qu'il y avait une pancarte qui disait que c'était la place Jean Méliès, donc le village des Trépigny, rend célèbre Méliès. Attends, tu vas peut-être un peu vite, voilà. Alors, par ici, oui, on voit ce clocher, c'est l'église. Allez, Méliès, il faut tout de suite aller à l'église. Voilà, alors l'église, on l'a repérée ici. Là, on la voit dans une perspective derrière des choses crénelées, là, c'est un château. Parce que justement, ça, c'est toute l'histoire de Méliès. L'église est pratiquement sur les genoux du château du seigneur local. Or, dans un village comme ça, il y a deux pouvoirs. Et deux pouvoirs qui peuvent s'entendre, mais qui généralement sont très antagonistes. Le pouvoir du seigneur, qui considère le curé comme son larbin, et le curé, qui se dit que le seigneur en général est loin de là, puis à part récupérer le fric, il ne sert pas à grand-chose. C'est lui qui bosse le curé, donc c'est lui le véritable maître du village. Et quelqu'un comme Méliès, évidemment, il est sur ce tempérament-là. Le seigneur est inutile, moi je suis utile. Donc c'est moi le légitime. Donc la proximité fait que jusqu'à la fin, pratiquement jusqu'à la mort de Méliès, la mort des protagonistes, on verra, du seigneur et de Méliès, eh bien, ça sera chien et chat, ça sera Pépone et donc Amillot. Enfin, sauf que le seigneur, il ne peut pas être communiste comme Pépone. Voilà, c'est un Pépone rétrograde. Voilà, on continue, oui. Alors voilà, c'est d'autres photos, on les voit. On pourrait peut-être atténuer la lumière s'il y a des choses, parce que là, la place Jean Méliès, par exemple, elle est tellement effacée qu'on ne la voit pas beaucoup. Voilà, merci, oui, c'est pas mal. Voilà, vas-y, continue. Voilà, bon, ça, oui, c'est les vieilles maisons du temps, qui sont restées d'époque. Vas-y, tu y vas. Voilà, l'église sous une autre vue. Alors voilà la porte, qui est commune pour aller ici dans le château, puis là, dans le presbytère, voilà, et la place centrale, là, c'est la place des deux, quoi. Alors quand le Seigneur, il est là avec tous ses visiteurs, ses carrosses, et puis les gens à ruban, et puis Claude, il arrive avec ses paroissiens un peu pouilleux, etc., ça fait clash. On continue, oui. Voilà le château, on voit bien que c'est entremêlé, littéralement.
Alors ça, c'est un peu devant, hein, et Trépigny. La preuve qu'on y a bien été. Hein, voilà. Je me prends pour Méliès et Trépigny, mais j'ai pas mis ma soutane crédible. Alors ça, c'est la mairie. Et à la mairie, ils ont apposé une plaque, justement, l'honneur de Jean Méliès. Ils font le job. Hein, voilà. Hein. Ici fut honoré, voilà, elle est là, là c'est plus lisible sur l'autre, je crois. Voilà, ici fut honoré le 19 octobre 1974 Jean Méliès, précurseur du siècle des Lumières. Oui, précurseur. Mais précurseur ne lui rend pas justice, parce que précurseur veut dire ah ben, il est là avant les Lumières, puis après les Lumières, ça va être l'explosion de sa pensée. Non, parce que Méliès, il dépasse les Lumières. Donc, à la limite, il va au-delà. Il va même au-delà, on verra, de notre siècle. Alors, mais enfin, bon, l'expression, pourquoi pas, hein, je ne vais pas la contester. Curé des Trépigny et de Balève. Voilà, Balève, on verra tout ça, la géographie. Hein, je vous ai préparé pédagogiquement des tas de choses pour vous y retrouver, parce que, bon, comme si c'était important, mais ça l'est pour moi, de 1689 à 1729. Voilà, il a 24 ans quand il est curé des Trépigny. Hein, alors, je n'ai pas trop parlé de son enfance. Hein. Bah, je vais en parler tout à l'heure, hein, je vais quand même vous le faire naître, le brave curé. Alors là, après le chien, les vaches, pardon madame, on a rencontré cette dame qui sortait avec un pot de fleurs. On a sauté dessus pour dire, mais est-ce qu'il y a des êtres vivants dans votre patelin? Elle m'a dit, mais oui. Hein, et elle m'a dit, mais on leur a dit, mais nous, on était venus pour voir Jean Méliès. Il n'y a pas évidemment de syndicat d'initiative sur place. Donc, on va vous interroger. Elle m'a dit, ça tombe bien. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'aime Jean Méliès et je connais des gens qui s'intéressent à Jean Méliès. Donc, à partir de là, tout s'est éclairé pour nous. Alors, c'était merveilleux. Voilà, on continue. D'abord, elle nous a fait visiter l'église parce qu'elle avait la clé, elle avait le pouvoir. L'église, alors donc on est rentré, voilà. C'est là qu'il avait aussi son école, hein, derrière. Garçons, filles, mêlés. L'école, à ce moment-là, on la faisait au maximum 3 mois et demi par an. Hein, c'était déjà pas mal, hein, voilà. Ça, c'était à Balève. Je crois qu'à Trépigny, c'était plutôt 2 mois et demi par an. Voilà. Et il y avait un instituteur aussi qui venait aider. Méliès a eu l'aide de ces 2 personnages importants qui ont repéré sa vivacité d'esprit et qui l'orientaient tout de suite, parce que le débouché qu'on a intelligent à l'époque, c'est le séminaire. Hein, on verra ça. Donc là, là, il a quand même 24 ans, hein, au début. Il est dans cette église, on continue. Voilà, alors on a pu rentrer, donc on a pris quelques photos. Hein, voilà. Alors, l'église du curé Méliès, hein, là c'est bien rangé, ça a changé, parce que là on a fait ça proprement. Du temps de Méliès, les bancs, c'était le bordel. Hein, parce que, et il va quand c'est supérieur qui au départ l'ont à la bonne, il a d'excellentes notes, d'excellents rapports. Hein, parce que, évidemment, on lui file un truc complètement délabré. Ça fuit de partout. Enfin, il n'y a pas de quoi faire la fine bouche. Il fait ce qu'il peut pour rendre l'endroit agréable et accueillant. Il fait le job. Donc, l'archevêque le reconnaît. Et les rapports sont très favorables. Il y a une piscine, enfin, c'est-à-dire un endroit où on peut se laver les mains quand les paysans vous donnent, par exemple, des patates ou des choses avec un peu de terre. Ça sert à ça. Hein. Donc, l'endroit est propre. Mais il y a quelque chose qui n'est pas relevé au début, mais qui va avoir une importance après, quand ça va changer, c'est que les bancs, eh ben, ils ne sont pas placés hiérarchiquement. C'est-à-dire, normalement, les bancs, c'est les seigneurs d'abord, les manants après, et même les manants sont debout. Or, Méliès, lui, il mêle tout le monde. Il y a des bancs, asseyez-vous comme vous êtes, venez comme vous êtes. Hein, voilà. Et ça, à un moment, ça ne va plus passer. Voilà, on continue. Voilà, bon, l'église, vas-y rapidement. Hein, Alors, vous avez une espèce de réincarnation du curé Méliès, peu crédible. Vas-y, on passe. Voilà, bon, alors on en a profité, je vous signale, là, il devait y avoir une centaine de photos, j'en ai sélectionné quelques-unes.
Voilà, on y va rapidement. Voilà, il y a ça dans l'église, si vous y allez. C'est un privilège d'y aller parce qu'évidemment, elle n'est pas ouverte. Il faut d'abord tomber sur une personne qui a une clé. On a eu un bol. Alors voilà, il y a plein de choses. Ah, il y a les carreaux. On avait aussi toutes sortes de renseignements sur les carreaux, la signification des objets. J'ai oublié. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais elle avait été très précise. On aurait dû enregistrer. Voilà. Oui, très bien. Voilà, donc là on sort. Et là, on a. Vas-y, encore. Hein. Ah, voilà. Et là, oui. Pour les carreaux, je pense que c'était une histoire de mariage. Il fallait sauter. Ah oui, ça ressemble un peu au mariage de la sœur d'Édouard Vaillant à Salbris, dans la petite chapelle, parce qu'on se mettait à un endroit, il y avait l'endroit où symboliquement, comme si on sautait un ruisseau, les mariés devaient sauter par-dessus quelques carreaux pour que le mariage soit véritablement prospère. Il y avait on connaissait ça en Berry aussi, oui. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Alors, voilà, j'ai été reçu chez les amis de Jean Méliès, avec l'introduction de la dame. Elle nous dit, il y a quelqu'un qui, et ben voilà. Et on a connu là Yvan Ancelin, qu'on a été chercher après, et puis, qui est le président des amis de Jean Méliès. On a été nous le chercher. Alors ça, on a rentabilisé. Et voilà, ces gens-là avaient dans leur collection les bouquins. Le Bon Sens, par exemple, dont on sait maintenant qu'il est de Dolbach, et qu'on a attribué à Jean Méliès. C'est évidemment complètement fictif, mais c'est du Dolbach ressaucé à plein de trucs. C'est-à-dire que c'est même pas du vrai Dolbach. Ensuite, vous reconnaissez quelques-uns. Il y a le catéchisme du curé Méliès, qui est du personnage le plus révolutionnaire, qui a fait un traité d'athéisme à l'époque de la Révolution, et qui a fait cela. Ensuite, vas-y, tu passes. Voilà, Jean Méliès. Il y en a deux. Attends, faut voir ça, c'est Dieu n'est pas extrait choisi, oui. Voilà, ça c'est des bouquins rares que je n'ai pas dans. Voilà, le Bon Sens, oui, on continue, ça. Ah, Une main imaginaire, ça faut voir. Ouais, Yvon Gardant, c'est récent. C'est un roman. C'est quelqu'un qui a. On a très peu de choses sur Jean Méliès, mais c'est quelqu'un qui a imaginé la vie de Jean Méliès depuis sa naissance jusqu'à sa mort et qui l'a romancé. Voilà, c'est ça, c'est sympathique. Voilà, oui. Alors ensuite, oui, ça c'est une édition. Voilà, le testament du curé Méliès. Dès que vous avez le testament, vous savez que c'est un post-Voltaire. Voilà, ça c'est le Bon Sens, c'est encore le côté d'Holbach. Alors ça c'est la première édition, Anthropos 1970. Il y a 3 volumes. C'est la première véritablement moderne de Méliès. Ensuite, on l'a mise à portée du plus grand public, si vous voulez, mais sous une forme aussi rigoureuse, avec cette édition-là. C'est l'ancêtre un peu difficilement trouvable de cette édition. Oui. Alors les voilà. Là, il me signe la dédicace, parce que je le vaux bien. On la verra tout à l'heure. Voilà. Et puis après, il nous emmène avec sa voiture visiter les lieux de Méliès. Bon, on va arrêter peut-être là le tourisme pour l'instant. Tiens, j'ai dit que les lieux de Méliès, je ferai voir la géographie quand même pour qu'on se situe. Alors, je dois avoir une... Voilà, géographie. J'ai un dossier, le deuxième. Voilà, alors, on va passer à la vidéo. Non, plutôt que ça, tiens. J'ai fait une petite vidéo, alors comme j'ai un peu bossé, je vais l'exploiter quand même. Tu reconnais, c'est des MP4. J'ai même laissé le... Alors tu fais des arrêts de temps en temps pour qu'on puisse voir où on est, vous voyez. Bon, parce que j'ai fait des zooms. Bon, il y avait Paris, il y a Reims, vous connaissez à peu près, Charleville-Mézières et Trépigny est là. Voilà, bon, Paris. Il y a Abbeville ici, tiens, ou plus tard, 1766 je crois, pour montrer qu'il y avait des risques, on a quand même torturé, tué, à coup de sabre, décapité, quoi, le chevalier de la Barre. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, là, qui s'était pas
voilà, qui ne s'était pas découvert devant une procession. On l'a accusé de plein de trucs, et évidemment, c'était une torture. On a limité la torture parce que même le public qui était habitué à l'époque ne pouvait plus supporter. On devait normalement, avant de le décapiter, lui arracher la langue avec une paire de tenailles. On ne l'a pas fait. Donc on l'a décapité et on a jeté son cadavre au feu. Alors, je vois dans plusieurs livres qu'on dit on l'a brûlé vif. Non, on était humain, hein, on l'a décapité avant. Voilà. À ce propos, actuellement, les libres penseurs font une souscription pour la réhabilitation, enfin la restauration de la statue à Abbeville, du chevalier de la Barre. Du chevalier de la Barre. D'accord. Voilà. Oui, c'est dans la continuité. Hein. Charleville-Mézières, Sedan est là. Alors on va voir, hein, vas-y. Là, c'est une dizaine de kilomètres. Hein, là. Vous avez Rethel à côté, hein, qui sont des villes importantes. Voilà, Rethel, pardon. Oui. Attention, les gens de là-bas. Voilà, Charleville-Mézières, Étrépigny. Vous avez Balève et Butz. Alors, s'il y a des gens de là-bas, ils vont me dire si on dit Butz, but ou bu. Non, il n'y a pas des picards. Comment si? On dira but. Hein. But, but c'est bien, hein. Presque à l'allemande. Hein. Voilà. Ok. Et puis il y a Sedan, donc une douzaine de kilomètres à l'ouest, et là une dizaine au sud. Voilà. Et il y a la Meuse qui passe ici. Voilà. Voilà en gros le territoire. Oui, on continue. Voilà, alors là j'ai pris une autre carte avec un relief qui montre la Belgique au nord. Alors oui, au nord, c'est un pays troublé. Hein. Au nord de la France, comme vous les avez tous appris en géographie, c'est l'Espagne. Ben oui, parce que c'est les Pays-Bas espagnols à ce moment-là. Après, ça deviendra les Pays-Bas autrichiens. Donc ça sera l'Autriche. Et c'est une terre de marche, comme on disait, c'est-à-dire de frontières. C'est-à-dire que ces gens-là sont en guerre et en occupation continue. On sait, nous les gens de la commune, qu'en 70, évidemment, ils seront les premiers à morfler. Donc c'est pour ça qu'on a des frontières ici qui sont aussi découpées que la côte bretonne. Ce n'est pas l'érosion, c'est que chaque camp met une place forte. Alors on peut enfoncer entre les places fortes. Voilà. Il y a les places fortes de l'autre côté, puis des places fortes de ça. Vauban a beaucoup contribué pour renforcer par ici. Donc voilà, Sedan, là, tiens, c'est là où a pris fin la guerre de 70. Hein, Napoléon III y a été enfermé. Et bon, non, après c'est la commune. Non, on s'arrête là quand même. Voilà, Charleville-Mézières, Flize. Alors, on voit ici, tu peux grossir, oui. Étrépigny est là. On l'a vu tout à l'heure. Et en dessous de Pointe-Héron, il y a Mazerny. Voilà, alors Mazerny, pourquoi j'en parle? Parce qu'il est temps de dire quand même qu'il naît. Il naît à Mazerny. Hein, c'est pas loin tout ça. Hein, tout ça, vous voyez, le secteur, c'est le même. Il naît là-bas dans une famille qui n'est pas pauvre. Hein, c'est des paysans, d'accord, mais le père, Gérard Mélier, il a du bien, il a sa ferme. En plus, il a une production d'étoffes. Hein, là-bas, on vit beaucoup aussi des tissus dans cette région. Donc, ça fait que il est relativement à l'aise. On verra que c'est important. Et puis, sa mère, je ne retiens pas grand-chose de sa mère, d'ailleurs on n'a pas tellement de documents, sinon qu'elle a un drôle de prénom, on l'appelle Saint-Symphorien, donc Fiosine, hein, Fiorine plutôt, hein, c'est au féminin de Symphorien, vous voyez. Donc Symphorienne, et voilà, c'est réduit un peu comme ça. Forienne, hein, c'est ça plutôt. Voilà, Forienne, c'était à la base. Je savais qu'il y avait un bug. Et Saint-Symphorienne, hein, voilà, qui est effectivement réduite comme ça, c'est son nom habituel. Merci. Ici, on a à Mazerny. Il va avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enseignement du curé, il va prendre le latin, et
de l'instituteur, il va attirer leur attention et on va demander à ce qu'il aille au séminaire, puisque c'est le débouché. Et pour ça, il faut quand même avoir du bien. Et il va au séminaire de Reims. Alors, Reims, c'est intéressant parce que c'est là qu'il se forme. On a peu de témoignages sur lui, donc ne me demandez pas trop de précision, mais il est, selon Voltaire, il n'est pas si singulier que ça. Enfin, Voltaire, je me méfie, il aseptise tout. Selon d'autres témoignages, par exemple du curé du coin, quand même, il était à l'écart de ses camarades. Et ce qu'il dit dans ses écrits, c'est que dès le début, il trouvait que ce qu'on lui enseignait n'était pas sérieux. Voilà. Donc il mettait en doute la religion même au moment où il s'initie à la religion dans son séminaire. Quand même assez extraordinaire, c'est le tempérament. Il y a deux choses dans ce tempérament qui ne bougeront pas, sa sensibilité, l'horreur de la souffrance, et puis l'esprit critique extraordinairement développé, qui dès que quelque chose ne lui paraît pas conforme à la raison, eh bien, il le met en doute, et pas étonnant qu'après, son grand maître sur ce plan-là, ce sera Descartes. Quand il découvrira Descartes, il adoptera d'emblée la méthode critique, et il s'en servira avec toute la rigueur possible. Bon, ceci dit, il s'en prendra à Descartes et surtout à ceux qui prétendent le copier en le poussant jusqu'au bout sur la théorie des animaux-machines. Pourtant, les animaux-machines, c'est du matérialisme. L'être humain est un animal comme un autre. S'il n'y a pas d'âme immortelle, c'est qu'on est tous faits chimiquement comme des machines. Et le successeur de Méliès dans ce point-là, c'est par exemple Lamétrie, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a écrit L'homme-machine, et qui est un des grands matérialistes dont parle aussi Onfray dans les ultras des Lumières ici. Voilà. Mais pour lui, ça donne du grain à moudre à ceux qui pensent que les animaux ne souffrent pas, ne pensent pas, ne sont pas comme nous, n'ont pas d'âme comme nous, comme disent les chrétiens. Et par conséquent, on peut les manger, les faire souffrir, faire ce qu'on veut sur eux. Eh bien ça, il n'admet pas par tempérament et par matérialisme aussi, enfin, parce qu'après tout, nous aussi, nous sommes de la matière, mais je n'admets pas qu'on me fasse souffrir. Donc les animaux, c'est de la matière peut-être, mais je n'admets pas qu'on les fait souffrir. Donc là, il en veut à Descartes d'avoir popularisé cette théorie des animaux-machines. Parce que Descartes, lui prudent, pour ne pas s'attirer les foudres de l'Église, il a retenu la leçon de Galilée, eh bien Descartes... dès que l'Église lui dit « Non, mais dites donc là votre truc », ah ben il dit « Non, non, je n'ai pas voulu dire ça », il recule. Donc il prendra toutes ses précautions. Moi, je veux bien dire que les animaux, c'est des machines, l'Église est d'accord, mais je ne vais pas, même s'il fait un traité de l'homme qui va dans ce sens, il dit « Non, non, les hommes ont une âme, bien entendu, et même on a une glande dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale, qui est le siège où l'âme et le corps sont liés. » Vous voyez. Donc Descartes, il donne... Alors, est-ce que c'est de la lâcheté Méliès, est-ce que c'est de la lâcheté qui n'ait pas parlé avant? Ben non, parce que si tu parles avant dans cette époque-là, t'es très mal tout de suite. Voilà, on continue. Donc Mazerny, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme lieu? Ben voilà, oui. Ah, là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Bon, il y a 12 km, d'accord, ça, c'est pas... Et là, voilà, on arrive à grossir le secteur d'Étrépigny. Si vous passez à côté de la plaque de la mairie, là, et vous faites le tour, vous allez plus loin, vous avez un petit chemin qui va vous mener au chemin de Balève, ici, et ensuite, si vous continuez, vous allez jusqu'à Butz. Et ça, c'est le chemin du curé Méliès. C'est ce qu'il faisait, parce que quand il est devenu curé, il faisait ses messes, normalement à Étrépigny dans la semaine. Mais il avait en charge... ceci plus au sud. Et ça, c'était dimanche et fête. Mais quand on regarde les statistiques, et ça, de manger le fait très bien, on s'aperçoit qu'au début, il y en a plein ici et peu là-bas, mais qu'à la fin, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'il y avait moins de paroissiens à Étrépigny qu'à Balève. Et finalement, son gros service, c'est là. Alors ça veut dire qu'il faisait tout à pied. J'ai entendu quelqu'un qui disait
il venait de Nancy à pied tout à l'heure. Je ne sais pas si... Voilà, c'était évidemment une boutade, mais à cette époque-là, les chemins se faisaient à pied. Hein, moi, j'ai mon grand-père qui nous racontait, évidemment, quand il était jeune, quand il fallait danser à Saint-Florent, puis aller trouver les filles, on y allait à pied jusqu'à Saint-Florent, puis on revenait dans la journée. Hein. Donc, des trajets de 20-30 km aller-retour, c'était ça. Bon, là, c'est un petit chemin, vous voyez, ça fait un peu 4 km maxi, ça paraît rien, mais il faisait ça quasi quotidiennement et par tous les temps. Alors, au mois d'octobre, on y a été, c'était relativement agréable quand même, c'était une belle journée, on avait de la chance, mais l'hiver, avec les bourrasques, la neige, etc., et les loups, et puis... Dans l'année qui, paraît-il, est la plus glaciale et la plus terrible en termes de mortalité, celle de 1709. Il y était là-bas en 1709, quand tout gelé, qu'on pouvait faire passer sur les cours d'eau des chariots qui étaient chargés, ce qui veut dire une couche de gaz de près de 30 cm d'épaisseur, et puis que il n'y avait pas de quoi se nourrir, puis que ça déborde sur 2010, parce qu'après il y a les inondations. Et les récoltes pourries, enfin, etc., la famine. Enfin, ces périodes-là ont été des périodes d'une très grande difficulté. Eh bien, faire le chemin, il y a des côtes, il y a des ornières, c'est plein d'eau avec ses sabots, c'est vraiment pas facile. Et il était robuste, hein, quand même, parce qu'il a vécu jusqu'à 65 ans. Alors, Dommanget dit 65 ans, c'est remarquable, parce que la moyenne était de 30 ans à l'époque. Enfin, il faut quand même tenir compte des enfants qui meurent en bas âge, qui font... on a quand même des gens qui vivent, une fois qu'ils sont assez résistants, plus vieux que ça. Mais il signale, là ça m'avait échappé, alors je ne sais pas s'il a raison ou s'il... Il dit qu'à notre époque, au moment où il écrit, c'est-à-dire en 65, la moyenne d'âge est inférieure, elle est de 63 ans. Alors, est-ce que la moyenne d'âge était vraiment... autour de maintenant, elle dépasse 80 ans, je pense quand même. Hein, voilà. À l'époque, en 56, en 65, 63 ans, c'est quelqu'un de sérieux d'habitude, mais ça me paraît faible. Hein, voilà. Donc on y va, on continue. Hein. Voilà, alors ça c'est sur le site des Amis, vous voyez le chemin du curé Mélier, d'Étrépigny à Butz. Voilà, tu laisses courir. Là. Ah, vous voyez ici Élan. Hein. Élan, c'est le siège de l'abbaye. Il y a une abbaye, et c'est important parce que là, il peut non pas avoir des contacts intellectuels avec les rares moines qui sont là, qui ne sont pas de très haut niveau, mais parce qu'il y a quand même un peu plus de livres que dans son presbytère. Donc, il peut quand même se fournir en lecture. Voilà le chemin à Étrépigny, Balève. Ici, on voit le château de Balève. Alors ça c'est la pancarte qui montre le circuit, eh bien on l'a aussi, hein. Là je fais vraiment du tourisme, hein. Étrépigny, 196 mètres, mais le dénivelé n'est pas terrible, hein, vous voyez, mais quand même il y a des côtes et il y a des descentes, donc c'est un petit peu sportif quand même, hein, en plus. Ça va, j'ai terminé. Est-ce que tu peux revenir faire une parenthèse sur la région, la carte de la région où il y a Attigny? Alors, oui, tu peux peut-être la regarder. On va passer les... Tu me diras laquelle où tu as vu Attigny. C'est pas loin, Attigny, hein, en plus. Reviens en arrière. Alors, est-ce que c'est... Là, voilà. Tout simplement, c'est que la prochaine conférence qui est faite par l'Université populaire, c'est Aragon, préfaçant une saison en enfer, et une saison en enfer a été écrite à Roche, les Roches, propriété et Attigny. C'est là que Rimbaud prenait le train quand il n'était pas l'homme aux Cévennes devant. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de l'écriture d'une saison en enfer à Roche, propriété de la famille Rimbaud. Maintenant, tu peux revenir. Publicité. Il a raison. On est au sud de Charleville-Mézières. Voilà, où Rimbaud est enterré. Voilà. Bien. Donc il est...
On a commencé, c'était 3h et 4h, voilà, on a un tournant de notre séance. Alors, je peux partir dans plein de directions. Je vais quand même profiter de ce qu'il y a un écran. Moi, j'aimerais bien qu'on voit, alors dans les vidéos, voilà, hein, on va... Alors, il y a des gens qui... Il y a peu de choses, hein, de vidéos sur Jean Méliès, mais il y a Michel Onfray, par exemple, mais l'image est toujours fixe. Alors, je voudrais qu'on voit quand même comment il en parle. Je crois que c'est la première ici. Serge Deruet, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on le voit, qui est un grand vaillantiseur de Méliès. Voilà, ça nous fera une petite pause vidéo. Pardon. Il faut le dire très fort que je suis devant. Tu bouges Non, suffisamment. ah bah oui, j'en pense pas. Il faut me le dire. Non, n'hésite pas. Voilà. Non, il faut dire. Là, voilà. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les âmes de ce soir. Bon, on a un technicien, vous allez voir. Non, mais il va régler ça. Sinon, il est licencié, alors il sait qu'il a... Ouais. Je vous remercie pour votre Je fidélité. trouve que ça a traîné, quoi. En 1729, c'est-à-dire dans le premier tiers du siècle des Lumières, disparaît, meurt, un personnage intéressant, une personnalité étonnante dont je voudrais évoquer la mémoire à l'émission de ce soir en guise de petite leçon de philosophie. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Alors ça dure un certain temps, hein. Je ne vous fais pas voir toute l'émission, mais c'est pour voir le personnage. Eh bien, ce personnage que j'évoquais il y a un instant, il s'appelle Jean Méliès, c'était un curé de village, et il a développé une philosophie extrêmement étonnante de la part d'un prêtre. Et un ouvrage vient de paraître à son sujet, un ouvrage de Serge Deruet, qui est mon invité de ce soir. Vous avez écrit ce livre intitulé « Lire Jean Méliès, curé et athée révolutionnaire », ouvrage paru aux éditions Aden. Vous êtes Serge Deruet, docteur je pense, en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Vous enseignez dans diverses institutions universitaires qui figurent au bas de votre nom à l'écran. Alors, Jean Méliès, curé athée et révolutionnaire. Alors, un curé athée, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Oui, on peut dire que c'est particulier, mais je pense qu'il n'est pas le seul, et aujourd'hui encore. Certains le sont qui peuvent se défroquer. Ici, on se situe à la fin du XVIIe siècle. Non, on se situe à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, début du siècle des Lumières. Il meurt en 1729, et s'il s'était défroqué, c'était la peine de mort, ou au mieux les supplices de l'Ancien Régime qu'on connaît. Alors il a continué, il a vécu toute sa vie dans un petit village, une petite localité près de Charleville-Mézières qui s'appelle Étrépigny, et il a continué son ministère, son sacerdoce à Étrépigny. Il ne s'est pas véritablement fait connaître de son vivant pour ses idées particulières. C'est en particulier Voltaire qui l'a fait connaître. C'est ça, c'est un curé de village des Ardennes françaises, un petit village à 25 km de Bouillon, au-delà de la frontière belge, et il reste curé toute sa vie, et il va écrire un manuscrit qu'il veut diffuser à titre posthume. Et il sera diffusé, ce manuscrit, dans les circuits des manuscrits clandestins du XVIIIe siècle,
siècle, et alors il aura à la fois cette chance et cette malchance de tomber sur Voltaire, qui voit dans ce curé une arme pour contrer l'Église catholique, et qui va alors en publier des extraits, mais les extraits vont éliminer, là on connaît bien Voltaire, vont éliminer toutes les parties qui ne le concernent pas, qui ne l'intéressent pas, c'est-à-dire ce qui fait la particularité de ce curé, l'athéisme, le matérialisme dans le sens philosophique du terme, et puis une pensée communiste, en tout cas égalitariste, et une pensée révolutionnaire aussi, parce que des communistes au XVIIIe, au XVIIe également, il y en a beaucoup qui développent une utopie. Méliès est le seul penseur qui, lui, prône la révolution, et la révolution par l'action populaire. C'est d'ailleurs aussi le premier théoricien de l'athéisme, et le seul athée, qui s'adresse directement aux masses populaires, là où les autres athées s'adressent à une élite, l'élite libertine, aristocratique, bourgeoise. Oui, et c'est pour ça qu'à Moscou, aujourd'hui, il y a une stèle sur laquelle figure le nom de Jean Méliès. Alors, vous avez dit athée, et ça, c'était un côté qui ne devait pas trop plaire à Voltaire. Rappelons que Voltaire était hostile aux athées, mais ce qui est quand même curieux de la part d'un prêtre, donc qu'il soit un peu fatigué de Dieu, on peut comprendre, mais qu'il prenne des positions contre Dieu. C'est quand même étonnant. Oui, qu'il ait décidé de démolir Dieu. Ça, c'est particulièrement étonnant. Qu'est-ce qui peut l'avoir amené à faire cela? Mais on sait très peu de lui. On n'a aucun portrait, par exemple. On ne sait pas à quoi il ressemblait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a eu, en 1717, à la fin de sa vie, comme on dit en belge, une brette avec le seigneur local. Il prend le parti de ses paysans contre l'arrogance du seigneur. Le seigneur s'en réfère. Voilà, c'est passionnant, hein. Vous pouvez retrouver ça, c'est sur YouTube. Hein. Donc je pense qu'il y en a qui vont pouvoir le regarder. Alors, il a parlé d'un certain nombre de choses. Je voudrais que tu reviennes au fichier que je pourrais éclaircir. Alors, voilà, tu me fais voir. Par exemple, là je suis dans la géographie, l'iconographie, on va voir un peu là-dedans. Voilà. Ben, on va commencer, on va les prendre dans l'ordre et ça nous permettra de commenter. Des gens qui sont... Oui, tu les ouvres. Ils ne s'ouvrent pas tout seuls. Voilà. Alors, vous avez D'Holbach, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est successeur en matérialisme, qui est un de ces ultras des Lumières. Et puis, vous avez plus comique dans sa présentation, on le voit sur sa tête, c'est la Métrie. Voilà, l'homme-machine, c'est lui. Alors on continue. Alors là, voilà une autre source importante qu'il avait dans sa bibliothèque. Il n'avait pas grand-chose. On ne sait pas d'ailleurs tout ce qu'il avait, parce qu'il a pu lire plus que ce qu'il avait dans la bibliothèque, et ce qu'on a dans ses témoignages sourcés dans son mémoire. Eh bien, il a l'espion turc de Marana, qui est une sorte de préfiguration, vous savez, de Montesquieu, les lettres persanes. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui regarde, et il montre que les Français ne pratiquent pas la vraie religion, évidemment, puisque la sienne, c'est la mahométane, l'islam, et puis, donc il dit, mais quand même, il faut que je me fasse pas repérer, parce que sinon, ça va mal se passer pour moi. Donc il s'adresse au moufti de son patelin et il dit, je suis pardonné quand même, je ne vais pas leur crier que c'est des hérétiques et tout ça, donc vous me permettez de vivre un peu clandestinement. Donc vous comprenez le rapport que Méliès fait avec ce thème de quelqu'un qui vit clandestinement et qui cache ses véritables pensées dans une société qui pourrait lui être hostile. Voilà. Donc ça s'appelle L'espion du grand seigneur et ses relations secrètes envoyées au divan de Constantinople, découverte à Paris pendant le règne de Louis le Grand, traduite de l'arabe en italien par le sieur Jean-Paul Marana, qui en fait est quelqu'un de Gênes, voilà, et de l'italien français. Voilà. Ces relations contiennent des événements les plus considérables de chrétienté et de France depuis l'année 1638 jusqu'en l'année 1638 jusqu'à l'année 1680. Voilà.
Donc c'est de 1686, ce texte. Mais il est important pour Méliès. Il le cite et il s'en sert beaucoup. Donc là, ben voilà, j'ai remis une gravure qui montre le château. Enfin, vous voyez, puis on retient ça en mémoire tout à l'heure, parce que quand on parlera de la fin de vie de Méliès, ça sera comme un courant électrique entre deux bornes. Oui, on continue. Alors voilà le monument sur la place Alexandre, à côté du Kremlin, qu'on avait fait pour honorer au départ les tsars, voilà, et que Lénine, enfin les révolutionnaires, après la révolution de 17, eh bien, va transformer en monument la gloire de la Révolution. Alors, ça a plusieurs. Poutine, en 2017, va remettre un patriarche à la place et il l'a déplacé en 2013. Voilà. Donc, ça a bougé. Alors, vas-y, parce qu'on va... Alors, voilà les noms qu'il peut y avoir, mais j'ai fait un petit montage, donc tu peux accélérer. Voilà. Et là, vous voyez, j'avais dit qu'on les retrouvera ensemble. Là-dedans, il y a Marx, il y a... Alors, je crois que j'ai quelque chose de plus grand. Non, bon, tu peux grossir, mais j'ai fait un grossissement, là. Vas-y, suivant, voilà. Marx, Engels, Liebknecht, les Spartakistes, Lassalle, le fondateur du socialisme allemand avec Bebel, Campanella, un utopiste, la Cité du Soleil, Méliès, curé des Trépigny, vous voyez, vous le reconnaissez en cyrillique ici, Méliès, More, Thomas More, Winstanley, qui est un digger anglais, j'en avais parlé ici ou en bas, quand j'avais fait mon truc sur les révolutions anglaises, etc. C'est quelqu'un qui s'est révolté à cette époque contre les seigneurs. Saint-Simon, Vaillant. Vous voyez que le Vierzonais Vaillant est sur la stèle. C'est notre Édouard. J'avais dit qu'il y aurait un rapport. Les soviétiques ne l'ont pas manqué. Ils ne m'ont pas attendu. Un Fourier, Jaurès aussi, évidemment. Proudhon, Bakounine, Tchernychevsky, celui qui fait le fameux Que sais-je avant Lénine. Lavrov, Mikhailovsky et Plekhanov. Voilà. Il y a des flèches qui partent aux Luxembourg. Ah ben il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Il n'y a pas de femmes. C'est une grosse lacune. Ça, j'ai pas dit que je cautionnais absolument ce monument en tout. Voilà, on continue, vas-y. Voilà, bon, on y va. Oui, ça c'est. On retrouve plusieurs versions. Je laisse tomber. Vas-y. C'était la gloire des Romanov au départ. Ah, ça c'est ce que disent les amis de Méliès. Sur une vidéo, j'ai fait des captures d'écran pour résumer un petit peu, si vous voulez partir avant l'interrogation pour réviser, là, puis savoir si vous avez vos petites fiches de prêtre. Voyez les dates. Curé sympathique, bah oui, c'est ce que je dis, un humaniste, gentil, généreux, désintéressé. Alors, c'est vrai, généreux, désintéressé, parce que on s'aperçoit qu'à la fin de l'année, dans la cure, il n'y a pas beaucoup de fric. Alors que j'avais dit tout à l'heure que les curés de campagne n'étaient pas si pauvres que ça pour des raisons bien simples. C'est qu'il fallait qu'ils aient leur standing, mais qu'ils soient capables d'y pourvoir. C'est un peu comme les gens à qui on donne une nationalité sur un territoire, mais à condition qu'ils montrent qu'ils ont des revenus. Voilà. Eh bien, là, pour devenir curé, il a fallu que le père donne des gages pour qu'il puisse acheter sa cure et que finalement, il montre qu'il a suffisamment de biens pour vivre sans être aux dépens de quoi que ce soit d'autre. Donc, Méliès a été comme ça. Mais, il collecte en gros les impôts que le clergé doit recevoir, comme le seigneur, c'est pas les mêmes, mais c'est le même principe. Et il trouve ça abusif, donc il en collecte le moins possible, et même quand il en reste, il les redistribue, il les redonne. Donc lui, il dit qu'il n'a pas besoin de grand-chose, donc généreux, désintéressé. Alors inutile de dire que ça contraste beaucoup avec pas mal de ses confrères, et mal vu aussi pour ça. Les autres disent, mais enfin, tu casses le métier. Alors cultivé, Platon, Aristote, Erasme, Montaigne, Sénèque, Descartes, bah oui, c'est un peu là, ce que j'ai dit. Il y en a plein d'autres quand même. Par exemple,
Moreri, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit sur la nature et l'autre qui fait un dictionnaire, premier dictionnaire des noms propres. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, il a les pères de l'Église. Alors c'est quelqu'un qui s'acharne avec précision à lire la Bible. Alors ça, la Bible, il la connaît par cœur, mais il la lit avec la méthode cartésienne, c'est-à-dire qu'il en décèle et il en souligne partout les contradictions, les énormités, les faussetés, les absurdités. Et la première absurdité vraiment importante contre quoi il va batailler, c'est la théorie du péché originel, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries que Ève a mangé la pomme et qu'à cause de ça, il y a une malédiction éternelle par Dieu sur l'humanité. Alors ça le met en rage. D'abord, Dieu, c'est lui qui les a créés et qui les a poussés à faire ça. Donc le responsable, c'est lui. Qu'est-ce que c'est que ce responsable qui punit d'autres pour le crime dont il est le coupable? Ça passe pas pour Méliès. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui trouve que s'il a mis des instincts de plaisir dans les créatures humaines, c'est pas pour faire des confitures, quoi. C'est un peu normal. Sinon, il fallait pas le faire. Donc Méliès, c'est pas un libertin, attention, hein, c'est pas les seigneurs qui font des coucheries à droite à gauche, des partous immondes, etc. Non, non. Hein, c'est quelqu'un qui trouve qu'il faut pas exagérer, mais qu'il faut pas non plus punir. Hein, dès que deux êtres s'aiment et qui sont consentants, qu'est-ce que l'Église ou le Seigneur ont à y voir là-dedans? Laissez-les faire. Même l'union libre, hein, ça ne le dérange pas, on ne va pas punir. On peut dire que c'est pas bien, mais 2 minutes. Hein, n'en faisons pas un crime, mettons pas le bûcher là-dedans. Hein. Donc là aussi, ça préfigure un peu la Commune de Paris. Hein, l'union libre, le divorce. Il est pour le divorce, hein, alors que le sacrement, évidemment, pour l'Église, et il voit des femmes qui souffrent. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se séparer d'un mari brutal, ivrogne, etc., qui la maltraite, et des enfants qui souffrent. Parce que quand le père est une brute, il voit bien que les gamins sont maltraités. Et ça, j'ai parlé des animaux, mais les enfants, ça le touche beaucoup. Il les a dans son école, dans son catéchisme. Voilà. Cultiver Platon, j'étais venu. Un curé rebelle. Alors oui, j'ai parlé des pères de l'Église, oui. Puis Flavius Joseph, hein, la vie des Juifs, enfin, c'est quelqu'un qui a quand même... Il n'a pas une culture internationale. Hein. Il ne faut pas lui demander, il n'a pas Internet, il n'a pas accès à la bibliothèque mondiale, mais tout ce qui est européen, judéo-chrétien comme culture, il regarde ça de très près. Alors il voit que la vie de Jésus, par exemple, elle est torturée dans tous les sens par les évangiles qui sont d'accord, ni sur la date, ni... Et comment on fait? Puis après, il s'est aperçu, parce qu'il a vu les conciles. Tiens, là, qui c'est qui a décidé que cet évangile, on ne le retient pas, puis que tel autre, on le garde, et même qu'on le promeut? C'est un petit groupe, une élite de la religion, qui s'est réunie, Concile de Trente par exemple, et puis qui a décidé que ce serait ça et pas autre chose. Mais enfin, il représente qui ceux-là? Qui les a élus? Enfin, voilà, donc c'est complètement arbitraire, et il regarde à la source que tout va dans tous les sens. Pour lui, Jésus d'ailleurs, c'est un illuminé furieux. Hein, il dit s'il venait avec ces idées-là à notre époque, immédiatement on le conduirait au cabanon pour pas qu'il nuise aux autres autour de lui. Il demande comme ça qu'on laisse la famille, qu'on parte avec lui dans le dénuement total, enfin, etc. On va prêcher dans le désert ou des choses comme ça. Enfin, il est absurde, ce type. Hein, c'est un fou. Donc, et un escroc aussi. Dans le meilleur des cas, c'est un escroc. C'est-à-dire qu'il profite des autres. Et il fait beaucoup de mal. Rebelle, désobéissant, anticonformiste, bon, ça va. Hein. Et... c'est vrai que j'ai dit que c'était un fouillis, ça. Mais c'est quand même un peu ordonné. Hein, il y a... c'est divisé en 8 livres, hein, assez inégaux. Je dirais que les 5 premiers, c'est ce que je viens de dire. Hein. Il a épluché tout et il montre que... les miracles, l'immortalité de l'âme, enfin tout ça, des choses comme ça. Il y a plein de légendes, il y a plein de trucs bizarres. On prétend fonder la croyance sur des miracles qui sont absurdes, mais si on venait les faire maintenant, les miracles, mais lui aussi on l'enfermerait. Et puis à la fin, il y a le livre 6. Alors évidemment, c'est mon préféré, c'est celui vers lequel je vais, parce que c'est là qu'il est politique
et qu'il est précommuniste, comme disent les exégètes, et qu'il est social. Hein, c'est-à-dire que la misère sociale, comment lutter contre? Eh bien, c'est ce livre 6 qui est là, que je vais voir. Et il me rappelle là l'ami de Montaigne. Ah, au fait, Montaigne, je l'ai pas, il était cité tout à l'heure. Oui, quand même, ouais. Montaigne, c'est une grande base. Il écrit un peu comme Montaigne, à eu et à dia, vous savez. Les animaux, hein, il est tellement... Vous savez, Montaigne, dans l'apologie de Raymond de Semonde, sur la sensibilité aux animaux, il dit... il a un point de vue relativiste même sur les animaux. C'est un peu comme dans les caricatures, on se demande si c'est le chien qui promène le maître ou le maître qui promène le chien, etc. Il se met... Montaigne, c'est avec sa chatte hein, qu'il fait ce relativisme. Ben voilà, je regarde ma chatte et puis je me demande, et je dis, ben, elle me distrait, elle me tient compagnie. Mais si elle avait l'autre point de vue, si elle trouvait bizarre ce bonhomme qui la distrait, qui lui tient compagnie, et qu'elle pourrait même me faire des reproches si elle savait parler. Voilà, donc Montaigne est relativiste là-dessus. Mais Montaigne avait un ami, hein, qu'il a été très triste de perdre, vous savez, si c'était lui, si on me demandait pourquoi je l'aimais, si c'était... je ne saurais répondre autrement qu'en disant parce que c'était lui, parce que c'était moi, Étienne de la Boétie, qu'il a perdu trop tôt, et ce jeune homme qui écrit à Orléans un traité magnifique, un traité de le discours de la servitude volontaire, qu'on appelle aussi le contraint. Et le thème, c'est un traité de désobéissance, en disant, mais finalement, vous avez le nombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Grève générale. Méliès est le premier partisan aussi systématique de la grève générale. Regardez les richesses qu'ils ont. Mais c'est vous qui les produisez. Il suffirait pour les affamer que vous cessiez de bosser. Hein, et ils ne sont puissants que parce que vous les craignez. Mais cessez de les craindre. Affranchissez-vous, c'est une peur vaine. Et à partir de là, c'est comme des colosses au pied d'argile, ils s'effondrent d'un coup. Hein, eh bien, cette leçon-là, c'est une leçon que Méliès reprend à son compte. On continue, oui. Anticonformisme, je ne fais pas de... Bon, athéisme, oui, d'accord, hein, Dieu n'existe pas, si Dieu existait, il se manifesterait. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces cachotteries qu'il fait? On ne l'a jamais vu et on doit croire en lui. Il n'a jamais fait aucun effort. Il ne permettrait pas le mal. Ah oui, ça, on nous dit que alors, cette absurdité de Dieu qui tue son fils avant de le ressusciter pour sauver les péchés du monde. Ah, la belle affaire. On le voit, le monde autour de moi, dit Méliès. Quel gadou, enfin, quel enfer sur cette terre. Et ça... Il n'y a qu'un coupable, là. S'il est omnipotent et tout-puissant, bah, c'est Dieu, quoi. Donc la rivalité, l'attaque première, c'est Dieu. Ah, voilà. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, un charlatan, l'escroc, j'en ai parlé. Enfin, les religions n'ont pas de sens. Alors évidemment, on a cette théorie immédiate politique que les gens de pouvoir et les gens de religion s'entendent comme larrons en foire pour plumer la volaille sans qu'elle crie, hein, c'est-à-dire le peuple. Voilà, on leur fait croire des absurdités, ils se laissent faire, et par conséquent, une toute petite minorité peut ainsi prospérer en profitant de la crédulité qu'on a fabriquée par l'éducation, par les médias du temps. Hein. Naturellement, maintenant, ça serait, ils moderniseraient tout ça. Hein. Il n'y aurait pas les prêches, il n'y aurait pas les journaux à la botte du pouvoir, il y aurait BFM TV, CNews, etc., bien entendu. Il est moderne, hein, Méliès, c'est évident. Donc, l'anticléricalisme, il faut se débarrasser des prêtres, des évêques, des moines. Bon, hein, je vous ai parlé de l'histoire des boyaux qui étranglaient les nobles, etc. C'est les nobles, il n'y a pas de souci. Matérialisme, voilà, il n'y a rien à espérer après la mort. Ce qui est pour lui une grande réjouissance. Parce qu'il dit maintenant, je vais vous faire exploser à la gueule mon testament, vous allez vraiment pas en revenir, mais vous n'aurez qu'une envie, c'est de me torturer, comme vous le faites habituellement avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais moi, je serai mort, et je suis matérialiste. Vous ne pouvez rien contre moi. Je ne souffre plus. Faites ce que vous voulez, enlevez la peau, tout, enfin, rien. Je vous emmerde. Hein, voilà. Bon, on continue. Oui. Alors, un peuple, voilà, révolutionnaire, hein, c'est le livre 6.
un peuple doit se révolter contre l'oppression de la religion, du pouvoir royal, grève générale, régicide. Ah oui, même le régicide. Autre point commun avec Vaillant, hein, qui disait que si les princes venaient pour menacer sérieusement la République, Édouard Vaillant dit il n'y a qu'une chose à faire, c'est de les supprimer. Hein. Voilà. Grâce à la Révolution, oui, même Jacques Clément qui assassine Henri III, après tout, je ne vais pas pleurer sur Henri III. Ravaillac qui assassine Henri IV, je ne pleure pas sur Henri IV. Ces gens-là maintiennent une société, malgré la poule au pot qu'on nous serine, là. Non, les gens souffrent, et c'est toujours les mêmes qui ont le bénéfice. Voilà, on va pouvoir, abolition de la propriété privée, partage équitable des biens, droit au divorce, droit à l'union libre, droit au plaisir. Alors, les Denise, d'accord, mais attention, il y en a qui en font un anarchiste. J'en connais parmi notre association qui sera un peu déçu, là, parce que je ne peux pas les suivre complètement sur ce terrain-là. Méliès pense qu'il faut quand même que la société ait à sa tête des gens compétents. Donc ce qu'il souhaite, c'est un peu comme Platon, des rois philosophes et des philosophes rois. Hein, c'est-à-dire des gens que le peuple contrôle, hein, quand même, qui soient au service du peuple. Si on a de bons dirigeants, c'est quand même le minimum acceptable. C'est pas l'anarchie, parce que l'anarchie, on s'en méfie, ça part dans tous les sens, et c'est la dictature du plus grand nombre et des brutes, etc. Il faut quand même une société qui se règle, mais qui se règle d'une façon qui soit humaniste et contrôlée au service du plus grand nombre. Athée, matérialiste, anticlérical, révolutionnaire, communiste, entre guillemets, évidemment, hédoniste. Jean Méliès est un penseur majeur, oui. Hein, ça a été le rôle de ces gens qui ont publié ces livres de montrer que c'est un véritable philosophe et que l'histoire de la philosophie, ne parlons pas de l'histoire de la littérature, hein, il n'y a pas Jean Méliès dans le Lagarde et Guichard du XVIIIe siècle, hein, je vous signale, comme il n'y a pas Maurice Rollinat et comme on n'a pas Vaillant dans les livres habituels d'histoire, même si on a Jaurès et Gued, mais bon, il faut vaillantiser, hein, c'est ce que je disais au début. Il y a quand même des gens estimables qui ouvrent le XVIIIe siècle, hein, souvenez-vous. C'est Pierre Bayle, hein, Pierre Bell, si vous voulez, B-A-Y-L-E, hein, les pensées sur la comète, contre les superstitions, les miracles, etc. Mais, à côté de Méliès, il s'arrête à un petit point particulier. Méliès, lui, c'est un système global, et il nettoie tout, hein, Méliès. Il laisse rien en place, à quoi s'accrocher. Ensuite, on a Fontenelle, qui est aussi quelqu'un que j'ai beaucoup étudié et fait étudier, l'histoire des oracles, hein, l'épisode de la dent d'or, il y en a peut-être qui s'en souviennent, hein, voilà, comment se débarrasser des superstitions, des gros livres qui parlent de rien. Allons tout de suite au fait. Ensuite, oui. Alors ça, c'est... voilà un certain nombre de gravures qui traînent là, mais bon, on continue, vas-y. On les a vus. Voilà, c'est tout, là, c'est fini pour... Bien. Alors, je crois que c'est dans la racine de Méliès, hein, puisqu'on en a parlé, je vais quand même faire entendre sa voix. Alors, il y a première page, tu vois, c'est une image. Première page. Voilà, je me suis crevé pour faire un montage, c'est comme la vidéo, donc je ne vais pas partir sans vous la faire voir. J'ai mis en regard la première page de son mémoire, voilà, ici, et puis les traductions que j'ai trouvées ailleurs, enfin les transcriptions, et puis j'ai fait du copier, du petit montage, vous voyez, pour que ça corresponde exactement aux lignes. Hein. Alors, c'est méticuleux, travail de couturière. Alors, ici, vous voyez son écriture. Hein. Alors, il y a quelqu'un, Charles Nadeau, qui a dit « Oh, c'est un exemple de calligraphie magnifique, etc. » Alors là aussi, il y en a qui se battent sur la calligraphie de Méliès. Et l'opinion majoritaire là-dessus, c'est que il écrit bien et puis que c'est pas mal, mais pour un calligraphe professionnel, la calligraphie de Méliès est très, très médiocre, hein, très quelconque. Voilà. Donc il n'y a pas lieu de s'enthousiasmer, même si elle est très lisible. Hein. Donc, mémoire des... Alors voilà le titre exact. Hein. Si on veut l'abréger, c'est mémoire. Si on veut l'abréger un peu moins, c'est mémoire des pensées et des sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revendique les pensées, c'est-à-dire l'appel à la raison, et qui trouve qu'il y a de la valeur à prendre les sentiments et ce que l'on ressent,
hein, pour aller non seulement vers la vérité, mais un comportement moral. Alors là, évidemment, il faut suppléer, il n'y a que les initiales, hein, J.M., donc de Jean Mélier, prêtre curé d'Étrépigny, et de Balève, sur une partie des erreurs et des abus de la conduite et du gouvernement des hommes, où l'on voit des démonstrations claires et évidentes. Là, vous reconnaissez Descartes derrière, hein, voilà, hein, les idées claires et évidentes de la vanité et de la fausseté de toutes les divinités. C'est pratiquement un résumé de tout ce qui suit. Hein, et de toutes les religions du monde. Hein, il ne s'attaque pas uniquement à la religion catholique, enfin, etc. Là, c'est pour être adressé à ses paroissiens après sa mort. Ouais, j'ai même coupé les mots au milieu et pour leur servir de témoignage de vérité à eux et à tous leurs semblables. C'est-à-dire qu'il s'adresse à ses paroissiens, en s'excusant de les avoir trompés, mais il leur dit « J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, parce que je ne pouvais pas faire autrement. » Mais il était aimé de ses paroissiens, parce que les paroissiens sentaient qu'il faisait le minimum d'emmerdement qu'il aurait pu en tant que curé sur eux. Il faisait vraiment le minimum. Et puis aussi, il ne les a jamais véritablement trompés. Mais là, c'était un peu jésuite, avec une direction d'attention. C'est qu'il ne disait jamais à la première personne ce qu'il disait. Hein, par exemple, il ne disait pas Paul a fait tel miracle ou machin a fait telle chose. Non, Jésus a fait tel miracle. Hein. Non, il disait les chrétiens disent que Jésus a marché sur l'eau, a transformé l'eau en vin, etc. Les chrétiens disent que. Ou bien on dit que, ou la Bible raconte que. Voyez. Donc il a une énonciation qui permet de ne pas être menteur d'une certaine façon. Mais le fait qu'il ait mis simplement JM, etc., oui, c'est pour échapper à... Non. Non, alors ça, oui, c'était... Non, parce que c'est parce que c'est trop évident. Hein, c'est comme curé, évidemment, il est curé, il est crissé, quoi. Enfin, donc c'est une évidence. Une fois qu'il le met, oui, parce que j'ai oublié de dire, tu as raison, hein, Michel, c'est que, évidemment, quand il meurt, il faudra que je parle de sa mort quand même, le pauvre, il faut que j'arrive jusque-là. Quand il... Bon, allez, je mets la mort avant la charrue avant les bœufs, il meurt, voilà. C'est épouvantable pour le monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il le sait. Les premiers à venir voir le cadavre du curé, c'est ses confrères. Hein, c'est ceux des petits villages voisins dont il y en a entre une dizaine et une vingtaine qui vont venir et qui sont habilités à regarder ce qu'il y a dans sa cure et puis à fouiller à droite à gauche. Eh bien, il laisse bien en vue 3 types de documents. Alors, pourquoi à sa mort, Voltaire parle de testament. Enfin, alors, il y a une petite lettre. Il est prudent, Mélier, hein, et organisé. Il y a une petite lettre, très courte, qui est le préliminaire, hein, qui est au-dessus, et qu'on doit lire en premier. Il dit, attention, hein, il y a quelque chose en dessous, ne jetez pas la poubelle. Enfin, je résume un peu comme ça. Prenez-en quand même un peu soin. Voyez, je vous engage à lire. Bon, d'accord. Alors, il nous engage à lire. Voilà les curés qui regardent ce qui se passe dans la deuxième. Et la deuxième, stupeur et tremblement, comme dit l'autre. Eh bien, c'est carrément là le résumé de ce qui va être en gros en dessous. Hein, tous les feuillets, 300 et quelques pages qui vont être là. Quand c'est imprimé, ça peut dépasser les 1000 pages. Mais c'est une vingtaine de pages. Et là, il y a tous ces trucs, matérialistes, politiques, anti-religion, je ne crois en rien, tout ça c'est des absurdités, etc., comme le développement du titre, si vous voulez. Et là, stupeur et tremblement, évidemment, parce que pour l'Église, les mecs, là, pardon d'être vulgaire, mais ils sont dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Parce que... oui, non, mais mettez-vous à leur place. Mais... c'est un scandale qui va nous péter à la figure. Évidemment, parce que un curé qui professe comme ça le matérialisme et qui tape dans la religion, mais nous on est à côté, on va être éclaboussés. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'on fait pratiquement? On ne peut pas l'enterrer. On ne peut pas dire, monsieur le curé est mort, venez tous. Non, parce que si on sait qu'on enterre un athée, on est criminel. Si on le cache, puis qu'on trouve,
on y dira de quelle autorité, si on aurait fait à la hiérarchie. Enfin, bref, ils ont fait comme on fait dans l'éducation nationale, dans les lycées, quand il y a un scandale. Pas de vague, surtout pas de vague, on étouffe l'affaire. Donc, on étouffe l'affaire. On ne va pas détruire les trucs, on va quand même les redonner, mais on va l'enterrer clandestinement. Hein, ça, c'est les consignes de l'Église. Vous voyez, leur rectorat à eux, enfin l'archevêché, enterrez-le, d'accord, mais que ça ne se sache pas. Alors, on ne sait pas bien où il l'enterrait, d'ailleurs, hein, parce qu'il l'enterrait. Méliès, paraît-il, avait demandé à ce qu'on l'enterre dans le jardin de son presbytère. Voilà. Alors, on n'a pas su ça. Et donc, on n'a que les copies. Les copies dont on a dit tout à l'heure que, bien sûr, il y en a qui se sont empressés de les recopier parce qu'ils sentaient qu'il y avait un brûlot, hein, et puis qui les ont ensuite diffusés d'une façon intéressée. Mais en 1884, le châtelain du Temps fait des travaux dans son château, entre le château et le presbytère. Et là, tout d'un coup, il tombe sur les oreillers, là, sur un cercueil d'une grande personne. Évidemment, il n'y avait pas de plaque, il n'y avait pas de nom. Hein. Il y avait quelques restes dedans. Donc, le fils dit « Ah ben, c'est le curé Méliès, il doit être là, il était au courant de l'histoire. » Donc, il paraîtrait que c'est ça. Après, on ne sait pas ce que c'est devenu. Mais il semblerait que ce soit... pourquoi c'est dans le parc du château? C'est parce qu'ensuite le château s'est agrandi et il a empiété sur la propriété du presbytère. Donc il y a des chances qu'il ait été enterré quand même dans son presbytère, dans son terrain, et qu'ensuite c'est revenu au châtelain. Voilà, enfin c'est... Alors allons-y, hein, in testimoniis illis et gentibus, j'ai traduit, hein, pour leur servir de témoignage aussi bien qu'aux païens. Hein, c'est un extrait de Matthieu. Alors, il faisait des citations de la Bible et des auteurs anciens comme Montaigne. Hein, voilà pourquoi la parenté avec les essais est souvent faite. Alors, mes chers amis, vous voyez ça aussi, le destinataire, il ne s'adresse pas aux grands, comme dit l'autre, etc. Il s'adresse à ses paroissiens, il s'adresse au peuple directement, et il les appelle mes chers amis. Et ce n'est pas si évident de les appeler ses chers amis. C'est parce qu'il les comprenait, il partageait leurs souffrances, mais il n'acceptait pas tout. Hein, par exemple, les familles dans lesquelles il y avait une promiscuité plus que suspecte, évidemment, il était contre. Et au départ, il était bien noté pour ça, parce que l'archevêque dit, eh bien, il lutte contre ça et il fait bien. Hein, et ça fait partie de ses bons rapports. Et puis aussi, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, mes chers amis, ouais, quand même, il y a des choses il sait bien. C'est pas quelqu'un qui idéalise, c'est pas Marie-Antoinette qui idéalise les paysans, etc., qui jouent à la campagne avec des moutons enrubannés. Il les connaît, il sait les difficultés, et il sait leur cruauté aussi. Il sait qu'il y a des brutes parmi eux, il sait qu'il y a des personnages pas fréquentables. Et il lutte contre cette violence en permanence. Et en particulier la violence aussi, enfin, qui marque les esprits souvent, contre les animaux. Il y a une espèce de coutume dans le Nord, au feu de la Saint-Jean, de collecter entre 10 et 20 chats de la région, les mettre dans des paniers en osier, de faire un immense feu et de se réjouir des cris qu'ils poussent quand on les balance dedans. Alors ça, Méliès, ça le révulsait. Hein, le supplice des chats, non. J'en veux pas. Alors dans sa région, lui, c'était une variante. C'est-à-dire qu'on mettait des fagots enflammés, et puis qu'on avait un mât, et puis les chats étaient là. Alors les chats n'avaient pas d'autre, comme ils étaient encerclés, puis que ça se rapprochait de plus en plus, de ressources de monter sur le mât au sommet. Et puis ensuite, évidemment, les flammes allaient les griller également au sommet de ce mât, et ça faisait des gestes et des hurlements épouvantables qui amusaient la foule. Et Méliès ne cessait pas de les tenser de cela. Donc, vous voyez... Enfin, c'est la journée du chat dans le calendrier révolutionnaire aujourd'hui. Ah tiens, gloire aux chats, alors, tu vois, j'ai parlé en leur faveur, et avec Méliès. Mes chers amis, puisqu'il ne m'aurait pas été permis, et qu'il aurait même été d'une trop dangereuse et trop fâcheuse conséquence de la conduite du gouvernement des hommes,
pour moi de vous dire ouvertement pendant ma vie ce que je pensais de la conduite du gouvernement des hommes, de leur religion et de leurs mœurs, j'ai résolu de vous le dire au moins après ma mort. Ce serait bien mon intention et mon inclination de vous le dire de vive voix avant de mourir, si je me voyais proche de la fin de mes jours et que j'eusse encore pour lors l'usage libre de la parole et du jugement. Il y en a qui en ont déduit de ces paroles, par exemple, qu'il était, enfin d'autres textes, qu'il était aveugle et qu'il ne pouvait plus parler. Enfin, c'est évidemment abusif, c'est mal lu, tout ça. Où est-ce que je suis là Mais comme je ne suis pas sûr. Voilà, ah oui. Mais comme je ne suis pas sûr d'avoir dans ces derniers jours ou dans ces derniers moments-là tout le temps ni toute la présence d'esprit qui me serait pour l'heure nécessaire pour vous déclarer mes sentiments, voyez le titre, c'est ce qui me fait maintenant entreprendre de vous les déclarer par écrit et de vous donner en même temps des preuves claires et convaincantes, on reprend, de tout ce que j'aurai dessein de vous en dire, afin de tâcher de vous désabuser, au moins tard que ce fût, autant qu'il serait en moi des vaines erreurs dans lesquelles nous avons eu, tous tant que nous sommes, le malheur de naître et de vivre, et dans lesquels même j'ai eu le déplaisir de me trouver moi-même obligé de vous entretenir. Je dis le déplaisir parce que c'était véritablement un déplaisir pour moi de me voir dans cette obligation-là. C'est pourquoi aussi je ne m'en suis jamais acquitté qu'avec beaucoup de répugnance et avec assez de négligence, comme vous avez pu le remarquer. Les plus fins d'entre vous ont vu que j'adhérais pas complètement aux bêtises que je vous disais professionnellement. Voici ingénument ce qui m'a premièrement porté à concevoir ce dessein que je me propose. Comme je sentais naturellement en moi-même que je ne trouvais rien de si doux, rien de si agréable, de si aimable et rien de si désirable dans les hommes que la paix, la bonté de l'âme, l'équité, la vérité et la justice. Voilà pourquoi je dis le méliérisme est un humanisme. C'est-à-dire que ce qu'il cherche, c'est avant la formule de Saint-Just. Vous savez, le bonheur est une idée neuve en Europe à la Révolution française. Le bonheur est la quête réelle mais concrète de Méliès. Ce n'est pas du bonheur de salon, où on écrit « Vive le bonheur, c'est mieux que le malheur », etc. Non, c'est les gens la souffrent, qu'est-ce qu'on fait pour atténuer donc là, ça s'arrête ici, le texte. J'ai continué. La vérité et la justice qui devraient, il me semble, être pour les hommes mêmes des sources inestimables. Je crois que j'ai mis la suite en bas. Ah oui, bon, là c'est un peu petit. Des sources inestimables de bien et de félicité, s'ils conservaient soigneusement entre eux de si aimables vertus que sont celles-là, je sentais naturellement aussi dans moi-même que je ne trouvais rien de si odieux, rien de si détestable et rien de si pernicieux que les troubles de la division et la dépravation du cœur et de l'esprit. Bon, vous voyez, il trouve en lui-même non seulement des faits de raison et de logique, mais des sentiments qui le poussent à l'humanité. Voilà. Bon. Que penser du oui. fait qu'il n'y a pas de rature? Ça veut dire si, que y en a, il rédige, il a tout, non? C'est un volcan, Méliès, quand il écrit. Sa méthode de travail, c'est de l'impulsion. Les écrits ont été conservés, ils ont été tous conservés. Alors, il a laissé 4 copies lui-même pour pas que ça se perde trop. C'est énorme, mais il l'a fait en 4 exemplaires. Et effectivement, ensuite, ça a été tout un travail. C'est un roman, la destinée de ces... Parce qu'évidemment, les gens dans les mains de qui c'est tombé, il y a... Voilà. Ah non, mais ils les ont pas brûlés. Bah non, parce que ça leur rapportait. Il y a toute la suite des philosophes à pomper Méliès sans dire que c'était Méliès. Parce qu'ils trouvaient des... On va commencer par Voltaire. Ils trouvaient là-dedans des idées qui étaient géniales. Donc, celui qui avait ça, ben oui, il pouvait s'en servir et puis dire c'est mon idée, et puis voilà. Mais il a sceptisé, pour ne pas avoir d'ennui, etc. Donc, bon, c'est en 1864, tiens, c'est 200 ans après sa naissance, il y a un imprimeur, le premier, dont le prénom est Rudolf, et puis on dit Rudolf parce que ensuite le nom est assez fun, machin, je ne retiens pas, qui le premier a sorti une version à peu près potable.
mais qui ne l'est pas. Et après, il a fallu que les érudits travaillent sur les manuscrits qui étaient restés pour sortir des éditions comme ça. C'est un combat de sortir quelque chose de crédible, parce que ça a été mal axé, ça a été promené. C'est la même chose pour beaucoup de manuscrits de ce temps. Manuscrits de Diderot, par exemple. Enfin, vous avez, on les retrouve parfois par miracle. Le neveu de Rameau, ça se trouve dans un grenier, puis sinon ça disparaissait. C'est une grande œuvre de la littérature, mais c'était à ça de passer aux oubliettes. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme Céline, les manuscrits trouvés dans une malle. Bon, c'est peut-être pas si génial. Précisément à qui il a laissé un exemplaire? Non, c'était sur la table et c'est à ses collègues, c'est comme j'ai raconté. Oui, oui. Ah, c'est un risque énorme. Mais il pensait quand même que ça devait passer. Il avait confiance. Oui, mais il connaissait qui pouvait prendre le risque de brûler le truc aussi. Ah bah oui, tiens, c'était un risque de le garder. C'était un risque énorme aussi de le brûler. Mais il y avait vraiment personne de confiance autour de lui à qui il aurait pu donner un exemplaire? Non. Puis, il avait quand même il avait un grand ami. Il ne faut pas que j'exagère. C'est un des qui mériterait lui aussi, je l'ai noté quelque part, d'être vaillantisé. Parce que, bien que jésuite, c'est le père Claude de Buffier, qui a dû aussi côtoyer le jeune Voltaire à Louis-le-Grand. C'est un des plus grands professeurs de Louis-le-Grand. Et avec lui, il avait les rapports avec Paris, ce qui se disait. Parce que ce Claude de Buffier fréquentait le salon de Madame de Lambert, par exemple. Il connaissait les philosophes d'Alembert, d'Argenson. Et Méliès, par lui, avait le contact avec Paris. C'est un contact qui n'était pas fréquent. Il est peut-être allé 2 fois à Paris au maximum. Une fois on est sûr, à peu près, 2 fois on n'est pas sûr, au début du XVIIIe siècle. Mais c'est tout. On a peu de traces. Il a toutes les chances d'y avoir été, mais celui-là est quand même, c'est un jésuite, dans la norme, intelligent, avec qui on peut échanger jusqu'à pas mal de points quand même, parce qu'il y avait pas mal de gens intellectuellement ouverts qui n'étaient pas choqués par beaucoup d'idées de Méliès. Mais non, cette radicalité-là, c'était pas possible. Il n'y avait aucune chance. Et puis, il voulait que ça soit au peuple. Malgré tout, un grand ponte de Louis le Grand, c'est pas son destinataire dans son esprit. Il fallait que ce soit ses chers amis qui sont là. Voilà. Bon, est-ce qu'on arrête là ou... Ouais. Mais moi, j'ai encore 20 heures. Mais bon. Oui, merci à vous de votre patience et de votre... Ah oui, tiens, quand même, non, je ne vais pas vous lâcher parce qu'il faut rapidement, promis, sinon c'est très incomplet. Je ne vous ai pas dit comment il était rentré en disgrâce. J'avais dit il est bien noté et après il est mal noté. L'histoire avec le Seigneur. Il y a l'histoire, effectivement, avec son seigneur. Avant, il y a toujours un seigneur qui tient ça. Et à un moment, le précédent meurt. Et c'est sa veuve qui a la seigneurie. Et la veuve est à Paris. Et en général, ces seigneurs sont lointains. Donc, c'est une dame conquérante qui ne l'embête pas trop. Mais à un moment... celui qui prend la succession, c'est un certain Antoine de Touly. Et Antoine de Touly, il fait un peu penser dans cette seigneurie-là à ce qu'est Charles X, vous savez, au XIXe siècle, quand il arrive et qu'il se prend pour Louis XIV et qu'il veut restaurer l'ordre ancien, en allant faire du zèle. Et Antoine de Touly, il dit, moi je suis le seigneur, ma femme c'est la première dame du coin, eh bien on veut tout. Donc ils vont pressurer les paroissiens au maximum, ils vont les brutaliser, et ça, Méliès ne supporte pas, c'est viscéral. Donc le conflit est inévitable, et en plus, Méliès, devant ça, il fait sa mauvaise tête quand même, parce qu'il va lui dire, je ne suis pas d'accord. Et il va le manifester d'une façon institutionnelle. C'est-à-dire qu'il
il va ostensiblement ne pas rendre dans ses prêches le devoir qu'on doit au Seigneur. Normalement, on doit ouvrir le prêche en disant « Ah, gloire au Seigneur local, à sa dame qui nous font l'honneur d'être, etc. » Comme Hugues a failloté avec moi au début en disant « Oh, quelle gloire nous avons honoré d'avoir Jean-Marie Fayet. » Il a fait son job. Mais voilà. Mais Méliès refuse. Mais moi, je suis un brave type, donc tu peux le faire par déshonneur. Mais le Seigneur, c'est un sale type. Et Méliès ne veut pas s'abaisser. Et puis autre chose aussi, le deuxième truc, c'est les bancs. Vous pensez que là, il fait encore moins de zèle que d'habitude. Alors le Seigneur, il n'est pas content de voir que quand il arrive, les bancs sont pris par des rustos, des roturiers, au lieu. Et là, admonestation, évidemment, plainte à l'archevêché. L'archevêché va s'en prendre. Alors, il faut que je rentre un peu dans le détail. Je ne vais pas vous donner toutes les dates parce que là, ça serait... Mais conflit avec le Seigneur, il y aurait des citations remarquables quand même, parce qu'il est intelligent, Méliès, évidemment. Donc, l'archevêque de Reims, ça va retourner là où ça a commencé. J'avais dit qu'il avait fait son séminaire à Reims. Mais c'est à Reims qu'il va être puni après. Il va être convoqué à Reims pour être fustigé par la hiérarchie. C'est comme on convoque au rectorat, vous voyez. Monseigneur de Mailly va le convoquer. Juste là, il le trouvait très bien. Maintenant, ça va être différent parce que la noblesse n'en veut pas. Alors, la réponse de Méliès, je crois que page 60 ici, ah oui, quand on va l'admonester, c'est quand même quelque chose. Son intervention, c'est Méliès qui parle. Voici le sort ordinaire des pauvres curés de campagne. Les archevêques, qui sont de grands seigneurs, les méprisent et ne les écoutent pas. Ils n'ont des oreilles que pour la noblesse. Recommandons donc, alors il va recommander quand même le Seigneur, vous allez voir en quels termes, recommandons donc le Seigneur de ce lieu. Il cède, Méliès, pas du tout. Nous prierons Dieu pour Antoine de Touilly, il disait Touilly, c'est Touly pour les historiens, qu'il le convertisse et lui fasse la grâce de ne point maltraiter le pauvre et dépouiller l'orphelin. Voilà, oui, il prend le fric destiné aux orphelins. Donc voyez comment il s'acquitte, il n'arrête pas Méliès comme ça. Alors évidemment, nouvelle plainte du Seigneur qui n'est pas satisfait par ça. Sévère inspection de l'archevêque en 1716. Et alors tout ce qui était à la gloire de Méliès avant, ça devient maintenant le contraire. Il était savant, il est ignorant maintenant. Il était désintéressé, c'est un cupide. On fait tout. Et puis on lui ordonne quand même de laisser les banques au Seigneur. Alors ça, c'est capital. Il est convoqué à Donchery-sur-Meuse, là, à côté de Sedan. Et la punition est tout à fait motivée par ça. Et j'ai passé sur d'autres plans quand même. La réponse de Méliès est attribuée à Voltaire, page 61, c'est pas loin. Qu'est-ce qu'il dit? Priez pour lui, voyez, benoîtement, que Dieu lui pardonne et lui fasse la grâce d'expier en l'autre monde, après la mort du Seigneur, il va encore le poursuivre, les mauvais traitements qu'il a fait ici-bas ressentir aux pauvres et la conduite intéressée qu'il a tenue envers les orphelins. Il récidive jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, ils vont se battre comme des chiffonniers. C'est-à-dire que pendant les prêches, le Seigneur fera venir ses veneurs et puis sa chasse à cour pour sonner les trompes et perturber le curé. Et le curé répondra par des insultes à tous ceux qui viendront le conspuer. C'est effectivement... Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai passé, c'est l'histoire des bonnes du curé. Et ça aussi, ça a fait scandale. Alors, la première... Est-ce que... Il a dénoncé ça. Non, mais c'est que lui, il trouvait qu'une présence féminine dans la cure, c'était plutôt agréable. Donc, je simplifie quand même, parce que je ne vous donne pas les dates exactes ni les motifs, mais au départ, il avait la trentaine, et il avait une cousine germaine, c'est comme ça qu'il l'a présentée, l'archevêque Tiquet, qui devait avoir quelque chose comme 26 ans. Or, le règlement disait qu'il ne fallait pas que les bonnes, évidemment, aient moins de 40 ans.
Et il y a admonestation, il a envoyé balader tout ça. Ça commence à tiquer. Mais après, il a quoi? Il a 62 ans. C'est pire à la fin. Et il a encore une cousine qui lui sert de bonne, et puis cette fois à 18 ans. Et là, évidemment, le seigneur qui a son affaire rajoute ça aux plaintes pour faire bon poids devant l'archevêché. Et là, évidemment, là, vous comprenez qu'il a admonesté. Il va passer d'ailleurs 1 mois de pénitence à Reims, là aussi. Voilà pour sa punition. Bon, mais ça ne va pas le calmer jusqu'au bout. J'ai dit, même après la mort, il le poursuit. Voilà. Bon, je crois que je suis un peu complet quand même, parce que cette histoire de seigneur, il ne fallait pas la manquer. De bon, Jean-Marie, il avait raison. Nous allons quitter sa réunion un peu plus riche que nous sommes venus. Ah, merci Hugues. Voilà. Oui. Oui. Alors, l'histoire du curé Méliès, je la connais parce que j'ai des relations avec des membres de la Libre Pensée. Et tous les ans, nous allons, le 11 novembre, comme il y a une manifestation pacifique à Vierzon, nous allons dans Lyon, à Gilles-Évêque, etc. T'as vu comme je suis réactif? Voilà. C'est eux. Et alors, c'est le président de la Libre Pensée 89, instituteur, et qui va prendre sa retraite là en septembre, et qui fait une conférence sur l'abbé Méliès. Et il y a 1 mois et demi de ça, il m'avait dit, tu sais, je fais une conférence, ça fait plusieurs années, et là, il la faisait à Auxerre. J'ai dit, j'y vais. Donc, et je lui dis, c'est formidable, mais c'est pas assez théâtral ce que tu fais, t'as beau mettre l'abbé de curé, etc., c'est pas assez théâtral. Viens chez moi en juillet ou en août pendant 3 jours, et on se fait une belle mise en scène de ton spectacle. Là-dessus, j'apprends par hasard, alors que ça fait quand même quelques mois qu'on se connaît. Quelques années, que Jean-Marie fait une conférence sur l'abbé Méliès. Je dis, mais tu m'avais jamais confié ça, etc. Je te dis pas tout. J'ai dit, bon, eh bien, soyez attentifs, en juillet-août, on va faire une journée Méliès dans mon jardin à Villabon, et ça sera la rencontre entre Jean-Noël de la Libre Pensée 89 et Jean-Marie. Avec plaisir. L'agrégé. On a vu que les instituteurs méritants étaient au même niveau au moins. Donc je vous annonce ça parce que c'est quand même savoureux. Je ne savais pas que tu aimais tant Méliès. Voilà. Donc il va y avoir cette rencontre-là, parce que c'est aussi pas mal la conférence qu'il fait. Et donc ça devrait faire des choses très riches. Tu sais, Michel, c'est en lien avec la Commune de Paris, et tu as une petite lacune là-dessus, parce qu'il y en a un autre qui aime Méliès, c'est Benoît Malon, celui qui a fait la 3e défaite du prolétariat dans les lundis socialistes. Enfin, j'avoue qu'il faut retrouver. Eh bien, il fait un éloge de Méliès, voilà. Donc, c'est en lien avec les idéaux de la Commune de Paris aussi. C'est pas hors sujet, mon truc. Voilà.